la respiration est trop importante au quotidien. Donc, on hyperventile, donc on perd la capacité à tolérer le CO2. Donc, en fait, on s'habitue à tourner avec beaucoup d'air. Donc, au moment où cet air est utilisé vraiment, il faut augmenter encore, sauf qu'il y a une limite. Salut à toi, auditrice, auditeur du LTP, je te souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Ride Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et pour cet épisode numéro 213 et le premier de l'année 2024, j'ai souhaité faire appel à un spécialiste de la respiration, Leonardo Pelagocci, qui est expert de la méthode Wim Hof à Paris. Il est également master instructeur Oxygen Advantage, il est coach Animal Flow, professeur de yoga et il a réalisé récemment une particularité, un marathon sous un format un peu particulier. Vous allez bien évidemment comprendre pourquoi nous allons parler de ça. Et dans cet épisode, il va être question de la respiration à l'effort, au repos. Et puis, on va également parler de différentes techniques. On va pas rentrer trop dans le détail, mais on va parler également de l'hypoxie, de l'hypercapnie. Et puis, nous allons parler également de la respiration de manière générale. Quels sont les bons conseils à suivre et comment ça peut être utilisé dans le cadre d'une pratique sportive. Nous avons été accompagnés dans cet épisode par un des coachs fondateurs d'Expert Sport Coaching, Olivier Jean, que j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois dans le LTP. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et voici cette conversation avec Leonardo Pelagocci et Olivier Jean. Bonne écoute. Salut Leonardo et salut Olivier, je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode du Let's Ride Podcast. Leonardo Pelagocci, première fois pour toi dans le LTP, un énorme merci de nous rejoindre, comment vas-tu ? Très bien, merci à vous de m'accueillir. Je suis content de pouvoir parler des respirations dans les cadres aussi du trail. Voilà, je pense qu'il y a plein de bonnes synergies à faire. Que tu pratiques toi d'ailleurs ou pas, le trail ? Oui, j'aime bien. Ouais. Et d'ailleurs, je voulais faire un petit défi l'année prochaine sur les trails, mais je dois d'abord faire un petit chrono sur les marathons parce que ça fait partie de mes défis. Mais les trails, je préfère largement et j'habite dans les paradis du trail français, les Cantal. Mm-hmm. Donc, oui, non, c'est magnifique. Très bien. Salut Olivier, comment vas-tu ? Salut Nico, salut Léo. Très bien. Toujours un plaisir d'être invité sur le podcast. Alors, tu es là parce que quand on a parlé ensemble, toi et moi, de mon intention d'inviter Leonardo dans le podcast, tu m'as dit moi c'est un truc qui me passionne et d'ailleurs on en parle très souvent dans le cadre de nos entraînements. Donc voilà, c'est un véritable plaisir de t'accueillir aussi, Olive, pour cet échange. Et puis enfin, je tiens à saluer Hermano Di Micheli, le serial entremetteur qui nous a mis en relation Leonardo. Voilà, gros coucou à Hermano. Leonardo, alors toi tu es plusieurs choses à la fois, hein. Tu es un ancien gymnaste de haut niveau, tu es instructeur de la méthode Wim Hof, tu es coach Animal Flow, tu es instructeur Oxygen Advantage, tu as plusieurs casquettes. Et puis je crois aussi que tu es à l'origine de la méthode Inspire. Est-ce que tu peux assez succinctement te présenter, d'où tu viens et nous expliquer un petit peu ton profil et tes différentes activités? Exactement, tout ça, comme vous entendez de mon accent, je suis toulousain, italien. et oui, effectivement, je suis coach donc avancé de la méthode Wim Hof, c'est par là que j'ai commencé. Puis je suis devenu coach de la respiration Oxygen Advantage, là aussi coach master, donc je forme des instructeurs. Puis mon parcours m'a amené à l'animal flow, les mouvements naturels au sol inspirés des animaux. J'étais déjà gymnaste et j'ai fait Kung Fu Shaolin jusqu'à la ceinture noire. Puis je suis devenu professeur de yoga. Et entre-temps, j'ai créé mon projet Inspire Potential. Et cette année, on a lancé l'Académie Inspire, qui est une école de certification des coachs en respiration, justement pour créer une nouvelle figure qui accompagne les personnes aussi sous la respiration. Voilà, cet outil-là qui est transversal hein, dans les sports, mais pas que, dans la santé, dans la performance mentale, la libération émotionnelle, etc. Donc, c'est un peu ça que j'ai fait en ce moment. Et j'aime bien aussi courir, hein, même si j'étais à la base très nul. Et puis, je me challenge sur mes défis des courses grâce à la respiration et j'arrive à faire des choses un peu différentes.
Donc, on pourra en parler. On va en parler tout à fait de ton fameux défi dont on parlera en détail. Avant de rentrer dans le détail de la respiration, alors déjà dans un premier temps, pourquoi j'ai souhaité faire un épisode sur ce sujet-là? Je pense que c'est un sujet qui est assez mal connu, notamment dans le cadre des sports d'endurance comme le trail, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur ce sujet-là. Nous, on essaie, comme je le disais tout à l'heure, de mettre en place certaines méthodes, alors certains outils pour déjà faire prendre conscience aux athlètes de l'importance de la respiration. Et donc c'est pour ça que j'ai souhaité faire appel à toi. Donc je te remercie encore une fois. Olivier, pour toi, c'est quoi la respiration? Ça représente quoi dans le cadre du sport et dans le cadre de ta pratique de coach? Bah déjà, la respiration, c'est la vie, hein. C'est comme manger et Voilà, tu dormir. respires. Ouais. Non, non, mais ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a encore trop de gens qui considèrent, je pense, que la respiration, c'est naturel. Donc, comme c'est naturel, comme ça se fait tout seul, finalement, il n'y a pas besoin il y a pas besoin de plus le travailler que ça, quoi. C'est, voilà, tu cours, tu respires, tu cours pas, tu respires un peu moins vite, et puis tout va bien. Alors que pas du tout, hein. Donc on va en parler aujourd'hui, ça va être super intéressant. Mais donc pas du tout. Et donc ça mérite d'être travaillé peut-être spécifiquement. Voilà. Donc aujourd'hui, moi j'en suis au stade de prise d'information pour bien comprendre un petit peu quelles sont les différentes méthodes qui pourraient permettre aux gens de maximiser leur entraînement, hein, tout simplement. Nous, notre métier, c'est d'entraîner les gens, de maximiser leur potentiel. Et si la respiration, ça peut permettre de maximiser ce potentiel, moi, je suis preneur à 100%. Très clair. Leonardo, juste avant de faire un petit explicatif de ce qui se passe lorsqu'on respire de manière générale, est-ce que tu peux, on entend souvent parler de la méthode Wim Hof, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de cette méthode et en quoi elle a un lien avec la respiration? Oui, alors, un des 3 piliers de la méthode Wim Hof est les piliers qui concernent la respiration. Donc, c'est un des 3 piliers de la méthode Wim Hof. Mais c'est vraiment une technique spécifique dans cette méthode. C'est la méthode Wim Hof et la respiration Wim Hof. Quand on parle des respirations en général, on identifie la fonction vitale, comme Olivier vient de nous dire, et toutes les techniques qui existent, qui sont très larges. C'est un peu la différence entre dire les mouvements et les squats. Voilà, les squats, c'est un des mouvements. Et la respiration Wim Hof, c'est une des techniques de respiration qui existent dans le monde de la respiration. Et les 2 autres piliers de la méthode Wim Hof sont les froids, l'exposition au froid, et les piliers sur les mentales, notamment la gestion du stress, l'attitude mentale. Et donc, c'est la méthode de l'homme de glace, hein, Wim Hof, Iceman. Et c'est par là où j'ai commencé un peu les parcours. Et c'est grâce à la respiration Wim Hof que je me suis intéressé à la respiration. Parce que moi, à la base, même si j'étais gymnaste national, ceinture noire de Kung Fu Shaolin, la respiration était vraiment passée à côté. C'était pas quelque chose de prioritaire. C'était pas, à mon sens, un outil fondamental de performance ou de santé. Bon, j'avais fait peut-être quelques fois quelques techniques de respiration, voilà, sans forcément en prendre conscience d'ailleurs. J'avais fait quelques exercices de respiration, mais j'étais allergique, tendance asthmatique, des très grosses difficultés à tout ce qui était cardio et aérobie. Mon sport, la gymnastique, me permettait de pouvoir m'en passer pour tout ce qui était performance physique, mais ça m'est détruisé au niveau de la gestion du mental, mais je ne le savais pas à l'époque. Et puis, dans les Kung Fu Shaolin, j'avais un petit peu appris à ralentir la respiration et à l'associer à la visualisation, mais c'est vraiment marginal, hein, par rapport à tout ça. Donc, la méthode Wim Hof, ça m'a permis de me rendre compte de la puissance de ces techniques parce que j'ai commencé à ouvrir mes poumons déjà, à pouvoir les utiliser d'un point de vue mécanique parce que je faisais des techniques de respiration complètes. Et puis, j'ai vu aussi que ça m'aidait à atteindre des états de conscience modifiés, notamment qui m'aidaient énormément pour la gestion du stress au quotidien. Et finalement, un jour, je m'aperçois que j'avais amélioré mes capacités à faire du sport cardio parce que je faisais toujours du vélo. J'étais à Paris, je me déplaçais tout le temps à vélo. À un certain moment, faire du vélo, c'était devenu beaucoup plus simple. Je me demandais qu'est-ce qui s'était passé. Et une fois, un collègue m'a invité à faire une course des 5 km. C'est des Anglais. Ça s'appelait les Park Run. Et il m'a dit, tiens, j'organise ça à Montsouris, à Paris. Je dis, je vais essayer, mais je ne sais pas si j'arriverai parce que pour moi, courir 5 km, c'est vraiment difficile. Parce que, voilà. Et j'ai fait ces 5 km et je l'ai fait en 19 minutes. Et donc, les gens ne me comprennent pas. Ils me disent, attends, mais tu cours bien, en fait, et tout ça. Je dis, non, je ne les comprends pas non plus.
Et là, la prise de conscience que ces exercices de respiration avaient commencé à avoir un impact fort sur ma capacité à gérer l'effort physique. Je savais déjà au niveau de la gestion du stress. Alors, je me suis intéressé à l'Oxygen Advantage Buteyko, qui était un peu la contrepartie de la méthode Wim Hof. Et à l'époque, c'était 2017, j'étais jeune instructeur Wim Hof. Il n'y avait pas d'autres instructeurs Wim Hof en France, ou un ou deux, et très peu de gens connaissaient. Peu de gens connaissaient aussi l'Oxygen Advantage, mais peut-être un peu plus Buteyko. Et à l'époque, on disait c'est soit Wim Hof, soit c'est l'Oxygen Advantage. Ce sont des techniques de respiration différentes, donc opposées. Et moi, je comprenais pas. Je comprenais rien. Et je voulais étudier donc l'autre partie pour voir un peu qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est peut-être complémentaire. Et je me suis embarqué dans le monde de la respiration et je suis plus sorti de là parce que au début, j'ai rien compris. Je me disais effectivement, c'est tout l'inverse. Donc, moi, je suis instructeur Wim Hof. Là, Oxygen Advantage, c'est tout l'inverse. Et puis, j'ai compris que c'était vraiment très complémentaire, pas tout l'inverse. Je commençais à appliquer ces techniques-là. J'ai encore gagné en capacité respiratoire. Je me sentais encore mieux. J'ai commencé à pouvoir faire du triathlon. Je fais un demi-Ironman presque sans entraînement. Donc, il a commencé à avoir vraiment des changements forts. Et à ce moment-là, j'ai commencé à étudier tout ce que je pouvais sur la respiration. Tous les livres que j'ai trouvés, yoga, pranayama, breathwork, des Landes, du Tibet, des États-Unis, des Perses, tout ce que j'ai trouvé, je l'ai étudié avec des limitations. Parce que des fois, par les livres, on ne comprend pas tout. J'ai commencé à faire des formations en ligne, toutes les formations en ligne que j'ai trouvées qui étaient pertinentes, parce qu'on trouvait aussi on trouve aussi beaucoup de choses sur la respiration qui sont pas forcément très pertinentes, à mon sens. Et j'ai essayé de me former, et puis j'ai fait pas mal d'autres formations. Celle-là m'a apporté au yoga, au pranayama, que j'ai trouvé très intéressant. Donc, j'ai par la suite développé une méthodologie à la respiration, qui est la méthodologie Inspire, que tu mentionnais, qui n'a pas vraiment inventé beaucoup de choses, même s'il y a des choses à moi qui sont nouvelles, mais c'est surtout une sélection d'éléments pour faire quelque chose de complémentaire et pouvoir aussi s'orienter 360 degrés, ce qui, à mon sens, est très important. C'est un peu comme on pourrait dire dans les mondes du mouvement, comment avoir un corps qui est athlétique, sain, fort, endurant, élastique. Voilà, avoir un peu tous les éléments de la mobilité et pas forcément juste un endroit. Par exemple, pas l'endurance cardio, pas la force, pas la flexibilité. Mais essayer d'avoir tout ça, peut-être un peu moins développé sur chaque aspect. Mais c'est là, en fait, sur lesquels je me suis un peu investi dans les dernières années, jusqu'à écrire 2 livres et créer l'Académie Inspire. Aujourd'hui, on forme des coachs en respiration qui s'assoient vraiment 360 degrés. Et quand on parle des respirations, je comprends bien qu'on s'est dit, on respire déjà tous les jours, donc de quoi on parle véritablement. Alors, il y a d'autres personnes qui pensent, oui, la respiration sert aux libérations du trauma, et donc ils pensent à des techniques d'hyperventilation assez poussées. Alors, il y a d'autres qui vont penser à la simulation d'altitude ou alors au masque. Et il y a vraiment tout ça, et c'est vraiment très, très large. Et la sphère de la méditation, bien sûr, la sphère du lien avec les arts martiaux, c'est hyper large. Olivier en a parlé tout à l'heure, on disait, on a tendance à penser que la respiration, c'est naturel. Alors, c'est un réflexe naturel, la respiration, hein, c'est un réflexe de survie, on va dire. Mais est-ce que c'est, on va introduire ça de manière un peu générale, Leonardo, si tu veux bien, mais est-ce que c'est si naturel que ça de respirer? Alors, on va se focaliser d'abord sur le repos, on va dire, sur la vie de tous les jours. Est-ce que c'est si naturel que ça? Et est-ce qu'il y a des paramètres extérieurs de la vie qui peuvent modifier nos fréquences respiratoires et perturber notre capacité à respirer et à maximiser la respiration? Alors oui, la respiration est autonome et naturel à la base, et oui, il y a des éléments, des perturbations extérieures qui arrivent avec la vie. Dans les mondes modernes, il y a plein, notamment les stress, les principales, mais aussi la sédentarité et une alimentation pas forcément correcte, et aussi tous les éléments de pollution, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on respire, dans ce qu'on boit, et dans ce qu'on vit. Voilà. Donc tous ces éléments-là, ils sont des éléments de perturbation qui nous font éloigner de la respiration naturelle. Mais à la base, chaque enfant arrive avec une respiration naturelle. Alors après, il peut y avoir des conditions, des naissances particulières, mais disons, un enfant, normalement, il respire tranquillement, naturellement à sa naissance. La première chose qui va perturber l'enfant, c'est son environnement. Les enfants, par les neurones miroirs, ils copient tout ce qu'il y a autour pour apprendre le monde.
Donc, la première chose qui va perturber leur respiration, c'est la respiration des gens autour d'eux. Ça veut dire que si les parents, les profs, les amis, tous les adultes qu'il y a autour, ils ont une respiration stressée, dysfonctionnelle, bah, les enfants vont commencer à copier. Pour moi, par exemple, c'était ma mère qui était asthmatique et bah, moi, j'ai copié un peu cette tendance à respirer. Donc, ça m'a mis tout de suite dans une respiration allergique. Et ça m'a même provoqué encore davantage de l'allergie. Et quand j'étais enfant, du coup, j'ai tout de suite copié un schéma respiratoire par rapport à l'environnement qui était autour de moi. Des fois, on n'a pas ces éléments négatifs, donc pas mieux. L'enfant développe une respiration naturelle, puis il devient adolescent, puis jeune adulte. À ces moments-là, il peut y avoir les stress de l'école, les stress du boulot, les stress de la ville, l'alimentation, la sédentarité, etc. Donc, en fait, ce qui fait que 9 personnes sur 10 aujourd'hui, selon les études scientifiques menées avant la crise sanitaire qui concerne les voies respiratoires, donc en 2017-2018, 9 personnes sur 10, selon l'étude scientifique que je mentionne dans mon livre, qui est Hazel 2017, n'avaient pas une bonne respiration dans la Terre. Dans la Terre, on parle surtout des personnes dans le monde occidental. En bonne santé, sans maladie particulière, des gens même sportifs. Voilà, 9 sur 10 n'avaient pas une respiration fonctionnelle. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, cette fonction est un peu oubliée, un peu négligée et on la fait pas très bien, même si à la base, on a tous les potentiels pour la faire bien. Et donc, il faut se pencher un petit peu sur la science de la respiration, l'art de la respiration pour remettre en place l'équilibre respiratoire et l'efficacité respiratoire. C'est pas très compliqué. En fait, c'est comme une remise en forme. C'est comme, est-ce que le corps humain est censé courir, grimper, squat, soulever des poids? Oui. Mais est-ce que tout le monde peut le faire? Non. Parce que pas tout le monde est forcément en forme physique. Donc, on parle des remises en forme. Et ben là, on parle des remises en forme, mais une remise en forme de la respiration. Et c'est pas difficile. C'est souvent juste prendre un temps dans son quotidien comme on pourrait le faire pour faire de l'exercice physique, mais c'est des exercices de respiration. Donc, ça demande pas des machines compliquées ou des médicaments coûteux. Ça demande juste de savoir quoi faire. On peut le faire à la maison. Ça, un ordre de grandeur, c'est comme les sports, entre 30 et 45, 1 heure par jour. Et finalement, ça prend quelques semaines pour retrouver quelque chose d'équilibré pour les personnes qui n'ont pas des problèmes de santé. Donc, si on n'est pas allé trop loin par rapport à notre problématique respiratoire, on s'en sort assez vite. Par contre, si ça fait très longtemps que notre respiration est un peu à côté de ce qui devrait être, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais encore, on peut le faire avec des simples exercices et peut-être 2-3 outils que moi j'utilise aussi, mais qui sont tout simples. Donc, il n'y a pas besoin des machines compliquées, des personnes qui ont un savoir particulièrement rare à trouver. Voilà, c'est faisable dans la vie de tous les jours. Olivier. Finalement, comment savoir qu'on a une respiration dysfonctionnelle? Est-ce qu'il y a des symptômes? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous alerter? Oui, il y a des symptômes et il y a même des tests qu'on peut faire pour voir comment on performe. Donc, pour avoir un peu une idée des symptômes, si on a souvent un essoufflement, par exemple, dès qu'on bouge, dès qu'on fait une petite activité physique, tout de suite on s'essouffle, là, c'est l'indice que la respiration n'est pas fonctionnelle. Vous pouvez un peu regarder. Si vous faites 4 étages d'escalier, vous avez un essoufflement important, c'est sûr que la respiration n'est pas efficace. Si vous avez souvent les nez bouchés, congestionné, vous pouvez pas l'utiliser dans votre quotidien ou quand vous allez marcher. Voilà, là, c'est aussi les signes que la respiration n'est pas fonctionnelle. Si vous ronflez la nuit ou vous dormez en respirant par la bouche, là aussi, ou vous faites de l'apnée du sommeil, là, c'est sûr que la respiration n'est pas fonctionnelle. Si vous avez souvent les mains et les pieds froids, ça, c'est aussi un signe que la respiration n'est pas fonctionnelle. Si vous avez des tensions au niveau de la poitrine, vous sentez crispé au niveau de la poitrine, ça aussi, ça peut être les signes que la respiration n'est pas fonctionnelle. Et aussi, si vous faites beaucoup des soupirs et beaucoup de bâillements dans la journée, avec des apnées involontaires, vous bloquez. Donc, tout ça, c'est aussi les signes que la respiration pourrait être perturbée, notamment par les stress dans ce cas. Après, il y a tout un tas de tests. Moi, j'en ai développé 12 au total. Dans mon premier livre, j'en mets 5. Dans les deuxièmes livres, j'en mets 7. Et avec tout un tas, du coup, c'est un périmètre sur plusieurs directions. C'est comme si on testait notre santé et performance physique. On pourrait tester notre capacité à soulever des poids. On pourrait tester notre capacité à courir.
On pourrait tester notre capacité à faire avoir des mouvements de flexibilité, voilà, etc., etc. Et ben, dans la respiration, il y a aussi des axes différents, l'endurance, la vitesse, la lenteur, etc. Et donc, ces 12 tests sont sur ça. Et avec ces tests, on peut mesurer aussi notre degré entre 0 et 100 d'efficacité respiratoire avec des grilles qui existent et qui est en partie, moi aussi, j'ai développé par rapport à ce que j'ai pu voir. Alors, c'est toujours perfectible, ce sont des valeurs moyennes, et ça donne un peu des pistes. Et ça dépend un peu aussi de l'époque, parce qu'il y a 100 ans, on était plus exigeant sur ces valeurs. Aujourd'hui, on est un petit peu moins exigeant. Donc, il y a aussi une adaptation à notre niveau réel. Mais bon, ça donne quand même des indications par rapport à tout ça. Donc, on peut, avec précision, savoir quelle partie de notre respiration est fonctionnelle et quelle elle est dysfonctionnelle, s'il y a, par exemple, une différence, et des combien. Donc, on peut mesurer tous ces aspects entre 0 et 100%, si vous voulez. Très bien. Une espèce de carte d'identité de votre capacité à respirer dans diverses circonstances. Tu as utilisé, Leonardo, le terme de respiration non fonctionnelle. Est-ce que tu peux simplifier en nous expliquant ce qu'est, du coup, une respiration fonctionnelle? Et est-ce que, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'en faisant quelques exercices, on va dire, une fois par jour, est-ce que ces exercices-là permettent d'être plus fonctionnels tout au long de la journée, ou est-ce que c'est vraiment ces exercices peuvent être utiles que dans le cadre de l'exercice en question? Oui. Alors, par rapport à la respiration fonctionnelle, c'est une respiration qui fonctionne de façon efficace pour accomplir les fonctions biologiques de façon économe, donc sans forcément utiliser beaucoup pour faire rien. On utilise ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut, donc c'est économe. Et ça permet d'oxygéner les cellules, de régler les stress, de se régénérer, d'allouer l'énergie là où il faut. Il y a un lien avec les systèmes nerveux autonomes, il y a un lien avec les cœurs, il y a un lien avec la biochimie interne. Et finalement, donc, notre corps est oxygéné là où il faut, à la mesure qu'il faut. Notre système nerveux autonome est équilibré en fonction de comment il doit être. Et donc, la respiration, elle s'accomplit comme un geste naturel, efficace et fonctionnel. Quand on parle des respirations dysfonctionnelles, c'est que pour faire peu, il nous faut beaucoup de ressources et on n'arrive pas forcément à tout faire. Donc, voilà. Donc ça, c'est la respiration fonctionnelle et dysfonctionnelle. Après, bien sûr, il y a tout un tas de conséquences à la respiration dysfonctionnelle sur la santé, la performance, les stress, etc., etc. Et la respiration fonctionnelle a tout un tas d'avantages. Après, on a la fonctionnelle, juste ça fonctionne et c'est ni mal ni bon. Au idéal, c'est efficace, donc c'est bon. Donc, ça fonctionne par rapport en moyenne mieux. Donc, on va avoir des avantages. On va avoir des avantages. Et les exercices que nous pouvons mettre en place, ce sont des exercices de rééducation dans un premier temps. Donc, pour passer de la respiration dysfonctionnelle à la respiration fonctionnelle, il faut faire des exercices de respiration qui sont des exercices de rééducation. Donc, en fait, il y a certains exercices qui vont bien et d'autres qui vont pas bien pour faire ça. Comprendre déjà ça. 2, il faut des protocoles. Ça veut dire qu'on ne fait pas au pif. Il y a aussi des protocoles. Combien de temps, comment, plusieurs fois, une fois. Donc, il y a la technique, il y a les protocoles et il y a un certain temps avec une certaine régularité à mettre en place en fonction du point de départ. Parce que si on n'est juste pas très loin de la moyenne, il faudra un peu moins d'efforts pour retrouver l'équilibre. Si on est très loin de la moyenne parce qu'on est très, très bas, il nous faudra un peu plus d'efforts. Et peut-être on ne sera pas capable de faire exactement les mêmes exercices. Là, vous les comprenez tout de suite avec l'analogie. Si quelqu'un veut se remettre en forme, mais ça va, il est sportif, mais juste peut-être il a pris quelques kilos, il a perdu un peu la forme physique, il pourra peut-être aller courir. Mais si quelqu'un il est vraiment pas en forme et depuis longtemps il bouge pas, il va pas courir tout de suite, il va marcher. Il va partir de plus loin. Donc c'est pas les mêmes exercices tout de suite. Si quelqu'un est à peu près en forme, il va faire une demi-heure d'exercice tous les jours dans la semaine, et il va retrouver une forme correcte. Et si quelqu'un est vraiment pas en forme, une demi-heure, c'est peut-être pas suffisant, il fera peut-être 1 heure. Donc, dans la respiration, c'est pareil. Et c'est très, très important là, ces points, parce que j'essaie que beaucoup de personnes en biais cognitif et en biais d'information par rapport à la respiration qui se disent, moi, j'ai fait cette technique, je la fais tous les jours, donc ma respiration doit être bonne, parce que j'ai fait la respiration. Mais en fait, ils font une technique. Et ça peut être des techniques différentes. Hein. Donc, moi, l'exemple que j'ai côtoyé, beaucoup de personnes qui me disaient, moi, je fais la respiration Wim Hof tous les jours.
Donc, je respire. Donc, ma respiration est efficace. Ben non. Il y a certains éléments que tu es en train donc d'entraîner, d'autres éléments qui t'es pas en train d'entraîner. Au contraire, tu es en train de les pénaliser. Comme tout, hein. Tu fais beaucoup d'exercices cardio, peut-être tu perdras un peu de force. Tu fais beaucoup de force, tu vas perdre un peu d'efficacité sur la souplesse, etc., etc. Donc, il faut un équilibre dans tout ça. Et il y a d'autres personnes qui me disent, moi, je fais la cohérence cardiaque tous les jours. Donc, ça va sûrement bien, ma respiration. Mais il y a vraiment, c'est pas vrai, ça. Et ça, il faut les comprendre. C'est qu'il y a certains éléments positifs, mais avec une technique, on ne peut pas tout faire. Et des fois, de faire tout le temps la même chose, c'est vraiment une erreur majeure. On ne pourra jamais progresser, on ne pourra jamais rééduquer parce que cet exercice ne les fait pas. Et donc, nous sommes prisonniers de ce que nous pensons faire bien, et finalement, ça ne nous sert pas. C'est contre notre intérêt. Donc, j'ai des étudiants qui me disent, ça fait 3 ans que tous les matins au réveil, je fais la cohérence cardiaque, 5 minutes, comme me l'a dit mon docteur, mon médecin. Est-ce que c'est une bonne idée? Leonardo, pour rappel, la cohérence cardiaque, c'est on inspire sur 5 secondes, on expire sur 5 secondes, c'est ça, il me semble. Alors, oui, la technique de la cohérence cardiaque, là, je vous parle de la respiration 3-6-5, et donc de cette respiration où effectivement, on a un rythme d'inspiration et d'expiration égal sur 5 secondes. On se connecte à la zone du cœur, on respire de façon diaphragmatique par les nez, et on a un volume respiratoire coordonné au besoin, qui est normalement, tu es assis. Donc ça, c'est la cohérence cardiaque. Après, beaucoup de personnes, effectivement, font juste inspire 5, expire 5. Qui n'est pas la cohérence cardiaque, il appelle la cohérence cardiaque. C'est une version de ça. Mais donc, la personne me demande, est-ce que c'est toujours une bonne idée de les faire? Je lui dis, bah, ça, c'est une très bonne question. Parce qu'en fonction de là où tu es, de tes objectifs et de tes besoins, ça peut être une bonne chose ou pas une bonne chose. Donc, voyons quels sont tes tests, quels sont tes objectifs, là où tu es, voyons ton état. Et finalement, on retrouve que bah, c'était pas une bonne idée pour cette personne. Elle devait faire autre chose à la place. À ces moments-là, pour rééduquer sa respiration qui était dysfonctionnelle. Donc, elle faisait la cohérence cardiaque, un exercice d'équilibre du système nerveux autonome, mais ça ne rééduquait pas sa respiration. Sa respiration étant dysfonctionnelle, elle était la respiration même qui générait du stress dans son quotidien. Donc, là, vous voyez, elle était dans une boucle négative. Elle faisait 5 minutes d'un exercice, elle se sentait bien pendant 5, 10, 15 minutes. Puis, la respiration autonome qu'elle avait acquise, qui était dysfonctionnelle, elle reprenait la main. Cette respiration dans la vie de tous les jours générait du stress chronique et rien n'était réglé. En fait. Donc ça, aujourd'hui, on est un peu là. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu créer une école de respiration, pour former des coachs en respiration. Pour arrêter aussi d'avoir des solutions simplistes. Toutes faites, clairement. Et un peu superficielles à il faut faire la respiration. Oui, fais la respiration, fais la cohérence cardiaque ou fais la carré. Ce sont des exercices valables, bons, vertueux, mais on ne peut pas tout faire juste en faisant un truc comme ça. Ça a au moins le principe de faire prendre conscience de ce qu'est la respiration, parce que je pense que la majorité des gens n'ont même pas conscience en fait d'au moins se concentrer sur leur respiration. Donc c'est déjà un premier pas, on va dire. Oui, et prendre conscience des 5 dimensions de la respiration, parce qu'il y a plusieurs dimensions. Et une fois qu'on étudie ça, effectivement, on se rend compte, là, par exemple, je fais rien pour renforcer les muscles de la respiration. Donc la dimension biomécanique, je la travaille pas. Donc, si je la travaille pas et mon diaphragme est bloqué, voilà, cette histoire va pas changer. Mais ça, c'est déjà évident dans les mondes du sport. Hein. Il n'y a aucune personne qui penserait qu'un coach sportif lui dit, fais des pompes pour se remettre en forme et ça suffit. Je veux dire, personne ne ferait confiance à quelqu'un qui lui dit ça. Donc, si quelqu'un vous dit pour vous remettre en forme sous la respiration, fais la cohérence cardiaque, tout de suite, vous savez que c'est pas quelqu'un des compétents. Mais ça veut pas dire que l'exercice en soi n'a pas de valeur. Et donc, il faut juste avoir une approche un peu plus intelligente et stratégique, et c'est pour ça qu'il faut s'y connaître. Et c'est comme apprendre à courir. On pourrait se dire, mais on sait tous courir, je vais courir. Et j'ai pas de programme, j'ai pas de technique. Et moi, je l'ai fait dans mon défi, mais j'étais bien conscient que j'avais négligé cette partie-là, mais ça faisait partie d'un choix conscient. Mais voilà. Donc, il faut juste se situer et voir les choses dans sa globalité. Et aujourd'hui, pour ce que je vois, c'est qu'on a besoin peut-être d'un peu d'indication pour s'y retrouver. Parce que comme on l'a pas appris à l'école, comme on l'apprend pas au travail, comme on l'apprend pas forcément dans le sport, on part un peu des ok, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire bien respirer? Comment je mets en place une bonne respiration? Comment je la mesure? Qu'est-ce que je dois faire, en fait, concrètement? Et finalement, ça, c'est pas trop compliqué une fois qu'on l'a appris.
Donc on s'aperçoit là, en t'écoutant que en fait c'est un sujet qu'on pense très 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 simpliste, mais qui est vachement qui est très très large, avec des multiples applications, un peu comme à l'image de l'entraînement en course à pied par exemple. Hein, effectivement, on va faire un test de performance pour voir un peu à quel niveau on se situe, puis on va mettre en place des stratégies pour améliorer tel ou tel paramètre de la pratique. Et c'est un peu le cas, c'est même beaucoup le cas avec la respiration, ce dont tu viens de parler. Pour pour comprendre un petit peu au niveau physiologie ce qui se passe dans le cadre de la respiration, un peu de manière un peu simplifiée, hein, Leonardo, on est d'accord. Qu'est-ce qui se passe dans le corps humain quand on respire et en quoi c'est intéressant de se concentrer sur cet aspect-là d'un point de vue physiologie. Oui, alors je vais simplifier. Donc déjà, je m'excuse pour tout. Non, mais c'est moi qui t'ai demandé, donc c'est normal. Voilà, parce que des fois, quand on parle comme ça, du non, mais c'est pas exactement comme ça. Donc je vais simplifier et sauter certaines étapes. On ventile, la première étape, on ventile. Donc on fait rentrer de l'air de l'extérieur à l'intérieur de notre corps par la porte d'entrée qui est le nez déjà. Okay, donc la porte d'entrée du système respiratoire est le nez, la porte d'entrée du système digestif est la bouche. Et voilà, bien sûr qu'on peut aussi utiliser à certains moments la bouche si on veut, mais c'est pas très efficace. C'est un peu comme essayer de manger des spaghettis par le nez. On y arrive, mais bon, c'est pas forcément le plus efficace. Les spaghettis, c'est possible encore, ça va. C'est ça, c'est possible. Il y a pire. La choucroute, c'est plus dur. On ventile, on fait rentrer de l'air à l'intérieur de notre corps, dans les poumons. Jusque-là, on ne se trompe pas trop, même si, encore, il y a des personnes qui avalent l'air, donc ça va dans l'estomac, et ça arrive si on respire par la bouche. Moi, j'ai fait ça, hein, je sais pas. Et c'est les points d'à côté quand on va courir, c'est les ballonnements quand on mange, etc. Bon, après, ça va dans les poumons. Jusque-là, généralement, on ne s'y trompe pas trop. Et on fait ça grâce à notre muscle principal de la respiration, qui est le diaphragme. Bon, là, on se trompe un peu plus parce qu'on utilise d'autres muscles au lieu du diaphragme pour respirer, mais encore, voilà. À ces moments-là, il y a la perfusion ventilatoire au niveau des alvéoles et l'oxygène passe au travers la membrane cellulaire dans les sangs. Voilà, simplifié. Et le CO2 revient dans les alvéoles. Le CO2 sera expulsé avec l'expiration. L'oxygène sera pris avec l'inspiration, simplifié. Et l'oxygène, maintenant, il est dans les sangs. Il n'est pas dans les sangs, il ne se balade pas tout seul en nageant, mais il est porté sous l'hémoglobine. Donc ça, c'est très important, ce n'est pas un détail. Parce qu'il y a l'hémoglobine qui transporte au niveau des globules rouges les sangs au niveau de la circulation du sang, hein, il fait tous les tours, aller-retour, il va irriguer les cellules sur tous les passages, à tous les endroits, en fonction de leurs besoins. Ça, c'est quand même stratégique et intelligent. Ça veut dire que l'hémoglobine va décharger vraiment de façon précise. Aiguiller. Et tu dis, comment c'est possible? Et ça, c'est les principes de la cascade de l'oxygène et de l'effet bord. Donc, ce sont deux mécanismes qui sont en place avec des équilibres à respecter au niveau du pH, des chimiorécepteurs, au niveau des pressions partielles des gaz, etc. etc. C'est pour ça, déjà, que beaucoup de personnes aujourd'hui parlent d'être tolérantes au CO2. Parce que le CO2 a un rôle fondamental dans l'effet bord. Et l'oxygène a un rôle fondamental dans la cascade de l'oxygène. Donc, les deux gaz sont importants. Ce n'est pas un gaz déchet, le CO2. Et à ces moments-là, l'hémoglobine peut décharger l'oxygène au niveau des cellules. La cellule va pouvoir la faire passer à l'intérieur de la membrane jusqu'aux mitochondries. Au niveau des mitochondries, il y a la respiration cellulaire et la cellule, en fait, utilise comme nourriture l'oxygène et les éléments qui viennent de la digestion et de ce qu'on a mangé comme nourriture pour produire de l'énergie avec des produits déchets qui sont notamment du CO2, mais aussi de l'eau et aussi d'autres produits déchets. Et produit de l'énergie. Et cette énergie permet la fonction vitale de la cellule. Et donc, comme la cellule est les cellules du foie, la cellule du rein, la cellule du muscle, en fait, les corps fonctionnent. Pendant l'activité physique, il y aura plus de cellules de muscles qui vont pomper de l'oxygène et produire du CO2. Et pendant le repos, il y aura, on espère, plutôt les organes qui fonctionnent si le système nerveux autonome le permet et si la respiration est efficace. Donc, s'il n'y a pas une respiration efficace et le système nerveux est déréglé, il n'y aura pas la fonction de régénération, même au repos. Et là, justement, on va voir tous les effets sur la santé. Ou alors, si on ne l'a pas pendant l'activité physique, on sera très vite essoufflé, on sortira de l'effort aérobique et on va se fatiguer et s'arrêter. Okay? Donc, ça, c'est un peu la simplification de la respiration et à quoi ça sert.
Et ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est une fonction tellement vitale qu'on ne peut pas s'arrêter plus que 3 minutes. Hein. Et après 3 minutes, c'est pas qu'on est fatigué, on va au lit, on a passé une mauvaise journée, on est mort. Okay? Alors bien sûr qu'il y a des réserves, c'est pas exactement 3 minutes, mais des fois on n'y pense pas à une alimentation si contraignante que ça, parce qu'on mange 3 fois par jour, et si on saute un repas, on se dit merde, je sautais un repas, mais en fait on peut vivre 3 semaines sans manger. Là, je vous parle des 3 minutes. Donc la fonction en soi est vraiment une fonction principale. Et si on l'a fait n'importe comment, ça ne peut pas ne pas avoir d'impact. Parce que c'est vraiment encore avant l'alimentation et l'hydratation. C'est la première nourriture de nos cellules. Donc, si on l'a fait un peu comme ça, on ne peut pas ne pas avoir de conséquences. Okay? Donc, on se plaint aujourd'hui sur plein des problèmes au niveau de l'énergie, de la disponibilité de l'énergie dans le quotidien. Ben, ça, c'est directement lié à la capacité d'oxygénation de nos cellules. On se plaint sur les problèmes des inflammations, des régénérations. Ça, c'est directement lié à la respiration, etc., etc. Hein. Tu as parlé tout à l'heure un petit peu, Leonardo. Il y a une notion qui est intéressante à comprendre, c'est la respiration nasale versus la respiration buccale. C'est quoi la différence principale pourquoi il est plus tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est le nez qui est l'organe de l'inspiration, on va dire, et de la respiration de manière générale, hein, même l'expiration. Pourquoi c'est quoi les différences entre le nez et la bouche de ce point de vue-là? Alors, déjà, effectivement, le nez est l'organe de la respiration, donc autant à l'entrée qu'à la sortie. On ne change pas d'organe entre l'entrée et la sortie. On peut aussi faire des respirations par la bouche, c'est pas dogmatique. À certains moments, ça peut être utile, mais en général, la fonction de la respiration est faite par les nez. Le nez a 30 fonctions au niveau de la respiration. Donc, il y a beaucoup de rôles. Quand je parle du nez, de la cavité nasale, des sinus. Donc, c'est quand même toute une structure. Les cornets, les cils, les turbinates. Il y a plein de structures. Et là aussi, je simplifie parce qu'il y a certaines choses qu'on pourrait expliquer encore mieux. Mais c'est toute une structure qui sert à conditionner l'air pour que l'air, quand elle arrive au niveau des alvéoles, déjà, ne soit pas un problème pour les alvéoles, que ça les inflamme pas, ça les irrite pas, ça les détruit pas. Et l'air est conditionné pour être absorbé, pas l'air, l'oxygène être absorbé de façon efficace et les CO2 être pris de façon efficace. L'air filtre, le nez filtre l'air, donc déjà, s'il y a plein de choses qui ne doivent pas rentrer dans nos poumons, il y a un premier filtre important. En entrée et en sortie, c'est la recharge. Ça réchauffe ou ça refroidit en fonction de la température. Donc, imaginez si vous êtes à moins 20 et vous ne conditionnez pas la température de l'air qui rentre dans les alvéoles, dans votre poumon, qui sont hyper fragiles, et vos alvéoles doivent être 37 degrés, vous envoyez de l'air à moins 20, je vous assure que ça va piquer un petit peu. Donc, pensez à respirer par les nez ou par la bouche, la différence là. Ou alors, vous êtes dans un sauna à 120 degrés. On peut le faire, moi je l'ai fait. Si vous envoyez de l'air à 120 degrés directement dans vos alvéoles, ça va aussi piquer. Donc, on a besoin de conditionner tout ça. Le nez, c'est vraiment un échangeur de chaleur important. Après, il y a l'humidité aussi. Préservez l'humidité de votre corps. Parce que là, c'est de l'eau de qualité que vous pouvez garder dans votre corps. Et là, quand je parle, je bois, parce que je perds beaucoup plus de liquide que si je respire par le nez. Bon, parler, on ne peut pas les faire par le nez. Après, il y a la production d'une quantité juste de CO2. Il y a une production au niveau des sinus de l'oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique est un vasodilatateur au niveau des voies respiratoires, mais aussi au niveau du système cardiovasculaire, même s'ils ne sont pas forcément les mêmes gaz qui passent. Mais donc, en général, ça ouvre des vaisseaux. Et cela permet donc mieux s'oxygéner, mieux ventiler, mieux absorber l'oxygène au niveau des alvéoles. Donc, ça permet d'envoyer plus d'oxygène vers les cellules. Donc, c'est intéressant même quand on fait du sport. Mais ces vasodilatateurs est aussi anti-inflammatoire, antiviral, antibactérien, antifongique. Donc, ça protège, en fait, vos voies respiratoires. Et en fait, il n'y a aucun intérêt à perdre tout ça en respirant par la bouche. Vraiment, aucun intérêt. Les seuls intérêts possibles, plausibles de la respiration par la bouche, c'est l'augmentation possible des ventilations, parce qu'on a des conduits qui sont plus grands et plus directs. Et donc, dans les cas où il faut vraiment une ventilation énorme, mais énorme, parce qu'avec les nez, on peut aller très, très loin, si les nez est fonctionnel.
Et là aussi, c'est une autre question. Est-ce que l'aîné est fonctionnel? Parce que si on a atrophié l'aîné pendant longtemps parce qu'on ne l'utilisait pas, il ne va pas être fonctionnel. Donc là, ça va être très limitant. Et c'est pour ça que les gens disent, mais moi, je ne peux pas faire de sport en respirant par l'aîné. Oui, pas maintenant. Tu pourras les faire avec de la rééducation. Et c'est comme quelqu'un qui te dit, mais moi, je ne peux pas marcher avec mes jambes. Parce que ça fait longtemps qu'il ne marche pas. Bah, les jambes sont faites pour marcher. Donc, tu vas y arriver quand même. Et après un certain moment, si la ventilation requise, soit à l'entrée, soit à la sortie, elle est tellement importante qu'on ne peut pas y arriver juste par les conduits du nez, bah à ces moments-là, on peut aussi respirer par la bouche. Mais aussi, ça ne veut pas dire qu'on passe du nez à la bouche. Ça veut dire qu'on introduit aussi la bouche. Donc, ça va être nez et bouche en même temps. Parce que si vous voulez plus des conduits, pourquoi vous n'utilisez pas les nez? Utilisez les nez et la bouche. Et donc, l'expiration, la respiration par la bouche, elle est souvent couplée à la respiration par les nez si les besoins est vraiment celui de la ventilation. Et des fois, on peut utiliser uniquement la bouche en sortie, une expiration. Pour la détente, pour les soupirs, pour les bâillements, pour toutes les fonctions des détentes, qui sont bien aussi, mais c'est vraiment très ponctuel. Voilà. Sur les 25 000 respirations que vous faites dans la journée, voilà, quelques dizaines, vous pouvez faire comme ça, mais quelques dizaines, sur 25 000. Hein, okay, hein? Très clair. Moi, je vais partager un petit peu mon expérience en toute transparence. Je n'avais pas conscience de l'importance de la respiration nasale et notamment dans le cadre de l'effort. Et j'avais donc là on va passer plutôt à la partie respiration à l'effort. J'avais un a priori sur le fait que effectivement et je pense l'a priori que beaucoup ont, c'est que la respiration nasale elle est possible jusqu'à un certain niveau d'intensité, on va parler de trail ou de course à pied, et que au bout d'un certain moment, il y avait une limitation qui était imposée par justement le faible débit. Alors je sais pas si j'utilise le bon terme, le faible débit d'air possible, et que c'était limitatif. Voilà un petit peu ma vision. Oui, bah ça je pense que c'est partagé et c'est très commun. Il y a un certain moment une limite, c'est sûr, en fonction de votre nez. Donc concrètement, la taille de vos narines, les diamètres de vos narines, si vous avez un nez avec des narines très petites, parce que les nez est utilisé très peu, donc toute partie qu'on n'utilise pas de notre corps, elle s'atrophie, y compris les nez. Donc si vous avez des narines très très petites, la limitation va arriver. On est d'accord. Hein, donc c'est un fait réel. La personne va dire, bah, moi je suis limité, et c'est vrai. Mais par contre, c'est un état. C'est un état dans lequel bah, les nez n'est pas fonctionnel. Donc là, ils n'y arriveront pas. Mais ça ne veut pas dire qu'avec les efforts, l'exercice, la rééducation, ils ne pourront pas y arriver. Et en fait, il y a eu une étude de Dallam en 2018, ça aussi je les cite dans mes livres, qui montre que la respiration par les nez est 22% plus économe que la respiration par la bouche au même niveau d'intensité physique. Donc en fait, ça veut dire que... Si on est entraîné, j'imagine, ou pas? Non, même pas. Là, c'était des personnes qui pouvaient juste utiliser leur nez de façon correcte. Et ils n'étaient pas entraînés à des exercices de respiration. Donc, à parité d'effort physique, c'était 22% plus économe. Donc, il y avait 22% de moins d'utilisation des muscles de la respiration, de la ventilation, des brassages de l'air. Donc, ça veut dire que si vous voulez augmenter des 22% tout ça, il pouvait faire 22% plus physiquement si les muscles le permettaient. Donc, c'est toujours quand même un global. Hein. Il n'y a pas que la respiration, il n'y a pas que les muscles, il n'y a pas que les cœurs. C'est les systèmes cardio-respiratoires et musculaires. Donc, c'est un ensemble, hein, bien sûr. Donc, effectivement, il y a une limitation à un certain moment qui est dépendante de la personne, de l'individu, au niveau de la taille de son nez, 1. 2, de son efficacité respiratoire. Parce que là, je vous l'ai dit tout de suite, si votre respiration est peu efficace, vous avez besoin d'une ventilation beaucoup plus importante. Et donc, là, l'aîné va tout de suite poser une limitation. Parce que si vous devez faire les doubles des volumes respiratoires d'une autre personne parce que vous respirez mal, eh ben, c'est sûr que vous allez être limité beaucoup plus vite qu'une personne qui respire bien. Donc là aussi, l'intérêt à pouvoir augmenter l'efficacité respiratoire au niveau biochimique, au niveau biomécanique, vraiment dans les corps. Comment cela est utilisé de façon efficace. Ça veut dire faire plus avec moins. Et quand on fait plus avec moins, bah, il y a moins de ventilation, il y a moins de problèmes. Olivier? Oui, tu disais, Léo, une personne qui respire mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui utilise pas son diaphragme correctement, Oui, par exemple, les erreurs classiques sont la respiration est superficielle au lieu d'être profonde, la respiration est rapide au lieu d'être lente,
la respiration est faite par la bouche au lieu d'être par les nez. Voilà, tout un tas la respiration est trop importante au quotidien. Donc, on hyperventile. Donc, on perd la capacité à tolérer le CO2. Donc, en fait, on s'habitue à tourner avec beaucoup d'air. Donc, au moment où cet air est utilisé vraiment, il faut augmenter encore, sauf qu'il y a une limite. Donc, imaginez-vous que vous êtes habitué à tourner avec tout un petit volume. Vous aurez une grande capacité de l'augmenter avec l'exercice physique, par exemple, en courant, dans les trails, etc. Si vous êtes déjà à un régime très haut en faisant rien, dès que vous vous mettez à faire quelque chose, à un certain moment, c'est trop. Donc, la vraie différence de quelqu'un qui est, par exemple, capable d'exploiter son énergie et sa puissance musculaire entraînée, bien sûr, il faut que ce soit aussi entraîné, c'est sa capacité à pouvoir ventiler beaucoup. Et ça, donc, il faut aussi être capable. Parce que si tu fais une respiration toute petite, tu vas pas être capable de ventiler beaucoup. Moi, par exemple, je sais qu'en courant, j'arrive à ventiler par les nez, jusqu'à 100 et quelques, 120. Je me rappelle plus exactement, j'ai fait l'épreuve cardio-respiratoire à l'effort avec les masques, j'ai respiré par les nez. Et j'avais vu, il me semble, 120 litres minute. Moi, je peux ventiler par les nez en courant à 120 litres minute. Mais si moi, je m'entraîne à passer à 250 litres minute, c'est qu'ils font certains athlètes d'élite, c'est sûr que je peux faire autre chose. Parce que j'ai double ma ventilation. Donc, si mes muscles suivent, il faut quand même les entraîner, je pourrais faire autre chose. C'est comme, en fait, de passer de la 3e vitesse à la 4e, puis la 5e. Et si je veux pas changer de vitesse, parce que ma ventilation est limitée, parce que mon carburateur est tout petit, ou parce que les moteurs n'ont pas de puissance, les muscles, j'essaierai limiter. Mais je vous assure, la première chose à faire, c'est pas augmenter la taille du carburateur. C'est que les gens disent, je respire par la bouche. Il y a optimiser le moteur, à voir s'il a les chevaux, à voir si les mélanges est fait correctement. Donc, c'est compréhensible que la première objection soit « j'y arrive pas ». Mais en fait, j'y arrive pas maintenant. C'est comme quelqu'un qui dit « moi, je peux pas courir ». Il dit « oui, mais tu t'entraînes pas ». Il va comprendre, il dit « oui, c'est vrai, je suis pas entraîné ». Et là, c'est pareil. Les gens qui disent « mais non, mais moi, je peux pas » ou alors « c'est limité ». Et ils sont pas encore entraînés. Après, est-ce qu'il y a une limite de l'individu pour laquelle peut-être à un certain moment il faut passer nez et bouche en même temps, peut-être? Et alors on fera. C'est quoi le problème? Mais il faut y arriver déjà. Il y a une autre idée reçue que j'entends dans le milieu du trail notamment, c'est on entend souvent parler des ultra trailers, tu le sais toi-même, l'intensité relative à l'ultra trail, hormis au début du TMB, mais on est quand même sur des intensités qui sont quand même relativement modérées, voire très modérées au fur et à mesure que l'épreuve se déroule. Et on entend de plus en plus des ultra trailers se servir de la respiration nasale comme repère, comme un repère d'intensité, et ils se disent au-delà duquel si je suis plus en mesure de le faire, je suis trop en intensité. Et donc de là découle une espèce d'idée reçue qui est par exemple de dire que on entend parfois la respiration nasale correspond au seuil ventilatoire numéro 1, le seuil d'adaptation ventilatoire. Toi, d'après ce que tu nous dis, il n'y a pas tellement de corrélation entre cette respiration nasale et les seuils ventilatoires, et que ça s'entraîne, il y a de l'entraînabilité là-dedans. Ah oui, c'est sûr. De toute façon, on peut être à SV1 avec la bouche, on peut être à SV1 avec les nez, on peut être SV2 avec la bouche, on peut être SV2 avec les nez. Ça, c'est vraiment... Mais après, c'est un repère intéressant dans un trail de dire je veux rester en respiration nasale et peut-être que j'ai pas une capacité à aller jusqu'à zone 5 par les nez, donc ça me limite justement. Et pourquoi pas l'utiliser comme repère dans les cadres où on n'a pas beaucoup entraîné cette fonction. Donc, c'est une première chose intelligente à faire. Une fois qu'on entraîne sa respiration, on peut monter jusqu'à zone 5 par les nez. Donc, ça ne veut pas forcément dire j'ai limité mon effort autant que je le voulais parce qu'on a dépassé SV1 et on a même dépassé SV2. Donc, moi, je suis dans ces cas-là de figure. Donc, je dois regarder un peu plus mon cardio ou alors faire aussi au feeling, savoir où je suis. Et ça, les sportifs, ils peuvent le faire. Mais moi, j'ai commencé à coacher personnellement et mes coachs des respirations de l'Académie inspirent aussi beaucoup des trailers. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de trailers qui font par les nez, même à des très hauts niveaux. Le plus possible. Après, dans une côte qui dure 5 à 10 minutes et vous voulez le faire par la bouche, ça va. Vous n'allez pas vous abîmer. On perd peut-être un petit peu, mais OK. Mais là, je vous parle sur la plupart du temps. Donc, il y a aussi cette côté de ne pas voir non plus les dogmatismes dans la chose. Parce que
Je vais vous expliquer la fonction normale, la fonction virtuose, mais des fois, on peut se dire, tant pis, là, je passe par la bouche parce que je veux faire comme ça, mais c'est 5 minutes, je récupère par la suite. Des fois, par contre, attention, on ne peut pas revenir en arrière si on le fait trop longtemps. Je l'ai déjà essayé pour voir. Je cours par les nez. À un certain moment, je veux aller plus loin. Je dis maintenant, je vais passer à la bouche. Et c'est pas tout de suite facile de revenir au nez si on est allé trop loin comme ça. Et il y a un côté, je me suis cramé et en fait, c'est un peu irréversible. C'est l'hystérésis. Sur les rythmes cardiaques, vous les connaissez aussi. À un certain moment, si mon rythme cardiaque était trop pour un certain moment, même si j'ai ralenti, il rebaisse pas autant qu'avant, comme si j'étais resté sur un niveau bas. Donc, c'est des niveaux d'hystérésis par rapport à notre entraînement. Donc, tout ça, ça demande un peu des connaissances, hein, des soi, de sa respiration, un peu de travail à faire sur ça aussi dans ces entraînements. Mais moi, quand j'ai fait mon marathon, donc avec la bouche fermée, les scotch sous la bouche, jamais ma respiration a été un facteur limitant, mais à aucun moment. Alors, c'était surtout les jambes, parce que je ne m'étais pas entraîné à la course, mais ça n'a vraiment pas été un facteur limitant. Moi, je n'ai même pas vu ma respiration, en fait. Ça m'a jamais... Je l'ai observé, mais ça ne m'a pas du tout gêné. Et j'ai respiré que par les nez. J'avais un scotch sur la bouche. C'était pas question de temps en temps ouvrir la bouche si j'avais besoin. Non, je l'ai jamais ouverte. Justement, on va parler, si tu veux bien, Leonardo, de ce défi que tu t'es lancé, hein, ce fameux marathon. On en a beaucoup parlé avec Olivier. J'ai écouté d'ailleurs un podcast avec Aurélien Broussal-Lerval qui était hyper intéressant, dans lequel tu es intervenu, le ABD podcast. Oui. Tu as couru donc un marathon avec un sparadrap sur la bouche, donc pour faire prendre conscience aux gens de l'intérêt, de la possibilité qu'on avait de courir un marathon en respiration uniquement nasale. Avant de rentrer dans le détail de ce défi, alors je pense on pense avoir compris pourquoi tu as fait ça, mais est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail de la genèse de ce défi-là? Oui. Alors en fait, j'ai travaillé la respiration. Ça m'a permis de vraiment gagner en performance physique. J'ai appris à faire des apnées, j'ai appris à faire beaucoup de choses. Et ça m'a donné envie de me mettre moi à l'épreuve pour passer aussi des messages. Voilà. C'était faire une apnée de plus de 5 minutes. J'ai réussi à faire une apnée de 5 minutes et demie. Avant, moi, je faisais des apnées de 1 minute, pour comprendre. Et juste pas apnéiste ou autre. J'ai pu plonger à 30 mètres en profondeur la première fois où j'ai essayé. Je peux faire tout un tas de choses pour voir effectivement la respiration que j'ai fait dans mon quotidien, ces exercices, mais sont transposables. Et je me suis dit, comme avant, j'étais vraiment nul en course à pied, au point que pour moi, courir 5 km, c'était un exploit. Et quand je les faisais, j'avais besoin des 3 jours pour récupérer. Vous imaginez, hein. Je me dis, maintenant, je vais courir l'épreuve iconique, qui est celle marathon. Je préfère les trails, je vous ai dit. J'aime bien la montagne et tout, mais les marathons, c'est plus simple à comprendre pour la plupart des gens. Donc, je me suis dit, je fais un marathon plat. Comme ça, il n'y a pas trop de variables et je vais courir les marathons. Et je vais les faire avec un programme qui n'inclut pas la préparation au marathon. Parce que l'idée, c'est pas de voir comment moi je m'entraîne au marathon pour les réussir. C'est comment je peux utiliser ce que j'ai appris dans la respiration et ce que je vais mettre en place dans le monde de la respiration pour courir un marathon, mon premier, sans m'être entraîné au marathon. Alors, bien sûr que c'est pas ce que je conseille aux gens, mais je voulais éliminer les autres variables. Je voulais juste mettre en avant la variable cardio-respiratoire et pas l'entraînement musculaire, un programme très bien fait, une alimentation parfaite, une bonne technique. Et tout ça, je voulais pas les mettre dedans dans mon premier défi. Et bien sûr, pour montrer l'importance de la respiration et respirer par les nez, j'aurais pu le faire comme ça. J'ai mis un scotch sur la bouche pour que ce soit visuel. Et je vous assure que toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant les marathons, des milliers, on était 12 000, ils comprenaient pas. Pourquoi tu as un scotch? Est-ce que c'est parce que tu veux pas parler? Ou comment tu fais à respirer? Tu veux faire passer un message politique, Leonardo? Voilà. Quoique, ça pourrait être l'éducation, inclure l'éducation à la respiration. Ouais, et donc, je voulais vraiment faire ça pour... c'était un éloge à la respiration et aussi interroger les gens. Alors, il y a tout un tas d'autres choses que j'ai dit. Je vais aussi les faire en m'amusant. Je ne veux pas me blesser et je n'ai pas d'objectif des temps. Parce que, en fait, j'avais aucune idée de combien de temps ça allait prendre de courir 42 km parce que j'avais jamais couru plus que 15. Donc, j'avais vraiment aucune idée. Et après, c'était aussi un défi parce que je savais pas si j'allais vraiment y arriver parce que moi, j'étais confiant, mais après,
qui sait. Et donc, je me suis donné cet objectif-là et j'ai couru ces marathons et je me suis préparé pendant 2 mois avant avec des exercices de respiration spécifiques à la course et spécifiques au cardio. Et donc, j'ai fait tout un tas d'exercices et je développe ça dans la vidéo explicative de mon défi sur ma chaîne YouTube. Il y a 2 vidéos, vous pouvez les regarder. Il y a une vidéo courte, c'est un teaser, 1 minute 30, mais il y a la vidéo longue de 20 minutes qui explique tout ce que j'ai fait avant, les jours J, après pour récupérer. Ça aussi, ça a vraiment interrogé les gens parce que j'avais aucune courbature, aucun douleur musculaire après le marathon. Moi, au J+1, J+2, J+3, j'avais aucun problème au niveau musculaire après ces marathons, par exemple. Parce que je l'ai fait tout en aérobie, tout le temps. Alors, j'ai couru lentement, on est d'accord. J'ai fait 12 km/h. Donc, ça m'a mis 3h40, 45. Donc, j'ai couru lentement, ok. Mais je l'ai fait vraiment. Je me suis amusé et j'ai vu que la respiration n'était pas du tout un problème. Donc, respirer par le nez pendant ces 42 km n'a été pas du tout le problème. Donc, ça, c'était un peu mon défi. On éloge la respiration, faire prendre conscience qu'on peut respirer par le nez en courant un marathon. Et c'est même plus efficace. D'ailleurs, la même semaine que moi j'ai couru mon marathon, il y a eu des champions de tennis qui s'entraînaient avec un scotch sur la bouche, des footballeurs, des champions de MMA qui commençaient à comprendre l'intérêt de réhabiliter son nez et d'apprendre à respirer par les nez. C'est tout un parcours. Et donc ça, c'est mon défi, comment c'est passé. Et maintenant, je vais travailler sur faire quelque chose d'un peu plus sportif, dans le sens où je vais m'entraîner à la course. Donc, j'ai commencé à m'entraîner à la course pour la première fois de ma vie, à voir comment on court, en fait, parce que je ne savais pas. Et je vais faire un autre marathon l'année prochaine, toujours le scotch sur la bouche, mais à moins de 3 heures, c'est mon objectif, pour montrer qu'effectivement, on peut monter aussi un peu l'intensité, et ça va. Donc, c'est un autre défi, c'est pas non plus que je l'ai fait comme ça, je vais m'entraîner pour celui-là. Parce que la remarque que j'ai eue, c'est, bah oui, mais tu l'as fait doucement, tu as couru doucement, 12 km/h, c'est tranquille. Et donc, c'est pour ça que tu l'as fait par les nids. Donc là, l'idée, c'est d'augmenter un peu pour montrer qu'on peut courir par les nids à des intensités supérieures. Moi, je peux courir à des vitesses beaucoup plus élevées, jusqu'à 18 km/h par les nids. Après, pas pendant 42 km, parce que je vais pas entraîner mes muscles. Mais théoriquement, je peux courir à cette vitesse par les nids. Et après, la fatigue musculaire me l'empêche totalement. Donc, c'est bien sûr une combinaison, une synergie de mes muscles, de ma respiration, de mon cœur et tous les facteurs qu'on connaît très bien. Olivier, tu voulais intervenir? Oui. Donc, c'est une question par rapport à l'intensité donc à laquelle tu as couru ce marathon. Je parlerai d'intensité relative par rapport à tes performances estimées. Est-ce qu'on sait si alors je ne sais pas si tu as déjà fait des tests sur tapis pour estimer ta VMA. Oui, juste pour savoir globalement si tu as couru là en 3h45, si tu as couru à 70% de ta VMA ou si tu étais à 80 ou plus de ta VMA. Parce que ça, c'est un facteur qui est important. Alors, j'ai fait un test sur tapis, cardio-respiratoire à l'effort, avec un masque. Alors, quand on a les masques, j'ai quand même tout fait par les nez, mais c'est quand même un peu challengeant parce qu'avec les tuyaux, ça comprime et tout. Et ma VMA est à 18. Et les temps qu'ils m'ont donné, c'était entre 3h15 et 3h40. Donc, moi, j'ai fait 3h45. Donc, c'était à peu près dans les ranges qui étaient donnés. Après, moi, pendant les marathons, je me suis quand même pas mal arrêté au ravito pour tourner les vidéos, parler avec les vidéastes pour faire la réalisation. Et puis, vraiment, j'avais aucun planning sur les temps. Donc, en fait, j'ai découvert tout l'environnement. J'ai pas du tout optimisé ma capacité du jour J. Après, j'avais aucun plan alimentaire, donc à un certain moment, ça impacte aussi. Les derniers 7 km, j'avais plus de jus, j'avais rien mangé en fait, j'avais juste bu un peu d'eau, donc tout ça, je connaissais pas. Ce sont aussi des éléments mais au niveau de la respiration et de la course, je me suis senti très à l'aise à les faire par les nez. Mais l'intensité n'était pas non plus monstrueuse, effectivement. Petite question, là on voit tout de suite les auditrices et les auditeurs du podcast se dire mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait courir un marathon en ne s'entraînant pas du tout à la course à pied. J'imagine quand même qu'il y a eu quelques sorties de course à pied. Est-ce que tu peux préciser un petit peu ce que tu as mis en place dans le cadre de l'entraînement quand même minimal? Oui, alors
J'ai fait quelques marches en montagne, là, pour le coup, parce qu'il y a un habitant dans les Cantal. J'ai fait tous mes beaux sentiers, des bonnes marches. Et j'ai couru 3 fois 10 kilomètres. Et puis, j'ai fait quelques courses, dizaines de 3, 4, 5 kilomètres. Voilà. Donc, je pense qu'en total, j'ai même pas fait 5 kilomètres de courses à pied. Ça doit être quelque chose comme ça. C'est pas que j'ai jamais mis de basket et jamais couru de ma vie, mais ça, on peut pas dire que ça, c'est un entraînement marathon. Je pense que sur ça, on est d'accord. Et puis, ma technique des courses est vraiment, vraiment à optimiser. Et c'est marrant parce que là, du coup, je me suis mis à faire un programme d'entraînement à la course avec un expert des courses à pied qui fait ça en Italie. Et il m'a regardé la vidéo. Je lui ai dit, ma technique, il m'a dit, tu as couru un marathon comme ça? Je lui ai dit, oui. Il dit, OK, parce que tu fais tous les erreurs sur la course à pied, tu les fais. Dans la pose du pied, la posture, tu les fais tous. Donc, oui, j'avais pas une bonne technique de course. Si vous allez voir la vidéo, je mettrai le lien en description de l'épisode. La course est nulle, mais ça m'a quand même permis de le faire. Alors, c'est pas ce que je conseille. C'était mon défi à moi pour montrer quelque chose. Je conseille pas aux gens de ne pas s'entraîner à la course et respirer et puis faire un marathon. Je conseille aux gens de faire tout ce qu'ils font déjà de bien et en plus s'entraîner aussi à la respiration. Ouais, voilà, parce qu'après on peut vite aussi, tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, on va tellement vite sur les conclusions, etc. On peut vite aussi tomber pour courir un marathon, on n'est pas obligé de s'entraîner à courir. C'est un peu ça, pas que je reproche à ton approche, mais c'est vrai qu'on peut avoir des raccourcis un peu simplistes où on se dit, alors t'as quand même, tu dis que tu t'as pas d'expérience de course à pied, mais t'as quand même une VMA 18, hein, c'est quand même c'est pas donné à tout le monde. C'est à peu près ce qu'on a, je pense, avec Olive. Alors qu'on court depuis de nombreuses années, donc ouais, tu t'es pas un coureur débutant, on n'est pas un coureur débutant à 18 à l'heure de VMA, ça c'est clair. Après sur l'approche, je pense qu'il faut pas éviter de tomber parce que malgré tout courir un marathon, c'est quand même comment dire, une entraînabilité des muscles, etc., de tout un tas de tout un tas de paramètres qui font qu'à un moment donné, oui, je pense que quand même c'est un total sédentaire va avoir quand même du mal à courir un marathon, j'imagine. Ouais, non, mais c'est pas l'objectif. L'objectif de mon défi, c'était de faire comprendre l'importance de la respiration et des possibilités qu'on ne les exploite pas du tout parce qu'on considère pas ça. Mais effectivement, c'était pas un programme d'entraînement reproductible pour la personne type à la maison comme préparation au marathon. Donc c'est vraiment autre chose. Et du coup, les prochains, c'est avec un programme d'entraînement du marathon plus les programmes à la respiration. Et donc ça devient intéressant parce que ça c'est reproductible parce que tout ce qu'on fait déjà bien dans la préparation au marathon pour la personne type, plus c'est qu'on ne fait pas encore la préparation à la respiration. Puis on pourrait ajouter bien sûr plein d'autres choses, hein. Mais moi, je vais me concentrer sur ces deux-là. On a une date là sur ton prochain défi, sub 3 heures là? Normalement, je devrais les faire en juin, mais je n'ai pas encore de date. Ouais, 24. Je n'ai pas encore choisi les marathons et tout, mais ça doit être en juin. Là. On te suivra, très bien. Olivier, est-ce que tu as des questions à poser sur ce défi marathon par rapport à ce qu'a fait Leonardo? Alors oui, peut-être une question. Donc pendant ta course, en fait, tu n'as pas du tout fait attention à ta respiration, ou alors est-ce que tu as des routines respiratoires ou une façon de respirer par le nez, bien entendu, hein, mais que tu as appliqué pendant la course, ou finalement tout se fait avant? Alors non. Alors beaucoup de choses se font avant, mais pendant la course, moi j'étais ancré sur le souffle. Donc, moi, j'étais vraiment concentré sur ma respiration tout le long du marathon. À chaque moment, moi, j'étais connecté à ma respiration. Donc, je savais comment j'étais en train de respirer, je l'adaptais en fonction de mon besoin. Et c'était toujours en respiration, donc nasale, bien sûr, mais profonde, ample, avec les volumes requis, ni plus ni moins, parce que faire plus, c'est pas bon non plus. Donc, ça utilisait bien mon diaphragme. Les rythmes étaient lents en fonction des rythmés cadencés sur les pas. Donc, c'était vraiment mon ancrage autant physique que mental. Donc, ça m'a aidé aussi dans les moments un peu plus difficiles à changer de focus. Donc, c'était vraiment important, quoi. J'ai observé ma respiration et je l'ai modifiée pour que ça soit quelque chose qui fonctionne. Mais la grande partie du travail, c'est qu'on fait avant aussi. Parce que si on n'entraîne pas du tout et puis pendant le jour J, on observe quelque chose qui ne se fait pas très bien. Donc, finalement, il n'y aura pas un grand intérêt, donc il faut absolument les préparer.
Et puis, voilà, parce que sinon, ça va juste être compliqué. On n'a jamais fait des entraînements à la respiration. On n'a jamais vu ces liens. Et puis, les jours J, à la compétition, on veut tout de suite y faire quelque chose. Ça va juste amener de la complexité. Et ça va. Voilà, il faut d'abord maîtriser un peu tout ça. D'accord. Et tu as parlé de donc respiration, tu as employé le terme profonde. Là, tu sais au niveau de ton rythme respiratoire, justement, ce que ça pouvait te donner si on raisonne en termes de cadencement, tu vois, par exemple, une inspiration, une inspire toutes les 3-4 foulées ou ce genre de choses. Tu as des informations là-dessus? Oui. Alors, j'ai les, mais alors, je vous les donne. En général, j'inspirais sur 3 ou 4 pas. D'accord. Et j'expirais sur quelque chose de similaire. Après, ça variait. Mais mes pas, ils étaient trop longs. Moi, j'avais une cadence des pas à 150. D'accord. Ça, c'est ta technique. D'accord. La technique, c'est que non, ça, je ne savais pas courir, donc je faisais des trop grands pas. Et du coup, maintenant que je suis en train de travailler sur une cadence normale, entre 170 et 180, bah, j'en fais plus des pas sur l'inspire et plus sur l'expire. Donc voilà, c'est pas forcément représentatif de ce que tout le monde pourrait faire. Et puis ça, c'est sur le plat. Et dès qu'il y a de la montée, de la descente, bah, D'accord. On en parle souvent, nous, dans le cadre de nos coachings. Hein, on en a parlé dans un épisode avec Véronique Biat, je sais pas si tu te rappelles, Olivier, qui nous faisait un retour assez, alarmiste sur le fait de justement essayer de maîtriser sa respiration à l'effort. Et on voit aussi notamment à contrario, donc sur de l'autre côté du spectre, des gens comme Jack Daniels, je sais pas si tu as entendu parler, c'est un entraîneur de course à pied hyper reconnu aux États-Unis. Stephen Seiler qui a repris également ses citations dans son livre également, et où il parle de mettre en corrélation un niveau d'intensité avec une fréquence respiratoire qui elle-même est liée à une cadence de pas. Alors on vient d'en parler avec Olivier là, mais malgré tout la question se pose, est-ce qu'il est intéressant d'essayer de forcer sa respiration pour être sur une intensité, ou est-ce que c'est plutôt l'inverse, c'est la respiration qui va être le résultat, c'est la cadence, c'est la fréquence de respiration qui va être le résultat d'un niveau d'intensité. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est une très bonne question. Alors, la première chose que je demande aux personnes qui s'expriment sur ça, c'est est-ce qu'au préalable, il y a eu un entraînement de la respiration ou pas? Parce que ça va faire une grosse différence. Parce que si on ne maîtrise rien et on veut, pendant l'effort, forcer un truc, ça peut être intéressant dans l'optique d'un entraînement, mais peut-être pas pour une performance. Et ça, il faut aussi comprendre la différence. Et ça aussi, c'est pas tout le temps clair. Est-ce que ce que je suis en train de faire avec ma respiration, c'est pour m'entraîner encore plus ou c'est pour performer plus? Pas du tout la même chose. C'est comme aller courir avec un sac à dos de 10 kilos ou alors choisir les baskets les plus légères pour courir plus vite. C'est vraiment deux optiques différentes. Donc, est-ce que je me suis entraîné à la respiration en amont? 2, est-ce que je veux performer et entraîner la respiration? 3, à mon sens, il faudrait que les moteurs qui donnent l'intensité soient la respiration. Parce que si c'est une intensité qui est imposée sur un rythme, une vitesse ou un objectif mental, on va à un certain moment dépasser ce qui est normal pour le corps, ce qui peut être bien pour gagner en compétition, mais à quel prix? C'est aussi c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on veut faire? À mon sens, pour tous les sportifs amateurs, on devrait tout le temps se caler sur nos capacités respiratoires par rapport à ce qu'on va faire au niveau d'intensité physique. Et au début, ça va ralentir. Ça va être frustrant peut-être pour les premières semaines parce que, du coup, s'il faut que ça soit ma respiration qui me donne l'intensité, là, je ne peux pas faire autant qu'avant. Mais autant qu'avant, en fait, j'étais dans les rouges. C'est comme conduire la voiture entre 5 et 7 000 tours minute. C'est dans les rouges. On peut. Mais est-ce que ça ne serait pas mieux d'apprendre à changer de vitesse pour faire la même chose, mais entre 2 et 3 000 plutôt? Donc, pour tous les amateurs, pour les pros, ceux qui font des compètes, c'est un peu plus fin. Parce qu'il ne faut pas réduire la capacité de l'intensité physique, l'entraînement, et en même temps, voilà, la compétition, gagner, elle gagne, à quel prix? Pour eux, c'est à n'importe quel prix. Donc là, il faut introduire la respiration de façon un peu plus intelligente dans les entraînements. Voir si pendant la compétition, peut-être on lâche les chevaux, on ne pense pas à maîtriser la respiration, on fait juste de son mieux. Donc, mais moi, mon point de vue, c'est que si on a entraîné la respiration avant,
Et si on est conscient de notre respiration pendant l'effort, on pourra la rendre plus efficace pour aider les mouvements. Bon, ça, c'est ce que j'ai vu sur moi, c'est ce que j'ai vu sur certaines personnes. Si on ne sait pas contrôler sa respiration, mais on s'impose juste une cadence, on risque de faire n'importe quoi. Tu as un autre sujet aussi qui est hyper intéressant, donc du coup on va basculer on va dire à la dernière partie de nos échanges sur le sujet de l'hypercapnie, de l'hypoxie, etc. Est-ce qu'il y a des études scientifiques qui montrent que le travail de la respiration par différentes méthodes permettrait éventuellement d'augmenter la taille de notre moteur, c'est-à-dire la VO2 max? Est-ce que tu peux nous parler de ce sujet-là? Oui, il y a beaucoup d'études dans ce sens qui ont été faites bien sûr avec des sportifs élites, donc des personnes qui étaient déjà dans le monde de sportifs. Et oui, on a vu que les exercices de respiration, notamment les exercices qu'on appelle hypoxique, hypercapnique, intermittent, ce sont des exercices assez spécifiques. Hein. On va rentrer dans le détail un peu plus tard, hein, si tu veux bien. Voilà, je vous parle de certains exercices spécifiques, pas de la cohérence cardiaque, voilà. Mais si vous faites des exercices spécifiques pour la performance sportive, moi, voilà, je les ai utilisés pour mon marathon. On peut augmenter sa VO2 max, on peut augmenter son hématocrite, on peut augmenter son EPO naturel, on peut augmenter sa capacité de transport d'oxygène dans les sangs. Donc, c'est effectivement un bon outil pour long terme pour la performance. On peut même ventiler la rate, donc augmenter de façon ponctuelle sur des moments notre capacité à transporter de l'oxygène dans les corps. Donc oui, les études scientifiques existent. La physiologie respiratoire est relativement bien comprise. Après, elle n'est pas forcément bien appliquée parce que ça demande aussi du temps et c'est franchement challengeant à ce niveau-là. C'est que si vous pensez que l'entraînement à haute intensité est fatigant, les exercices hypoxiques, hypercapniques intermittents, c'est beaucoup plus fatigant et c'est beaucoup plus challengeant. Donc, des fois, on n'a pas forcément envie de les faire. Moi, que je travaille là-dedans, est-ce que je n'ai pas trop envie là de mettre cette contrainte. Parce que on se souffle, hein. On est en train de se sentir suffoqué pendant les mouvements, donc c'est pas forcément agréable. Mais là derrière, la performance elle va augmenter sur tout ce qui est capacité à gérer la fatigue, économie des courses, VO2 max. Donc il y a beaucoup d'études qui montrent ça. Mais il y a des critères. Il y a des critères physiologiques dans lesquels il faut descendre, sinon il n'y aura pas d'effet. Donc il faut aussi savoir comment faire, les monitorer. Et ça, c'est un peu plus délicat. Mais par exemple, Zapotec, lui, il faisait ce type d'exercice il y a déjà 70 ans. Quand, à Helsinki, il a gagné toutes les épreuves des courses. Lui, il faisait déjà ça. Et il les faisait de façon intuitive ou conseillée. Mais en tout cas, il ne les mesurait pas forcément à cette époque-là. Mais aujourd'hui, on peut les mesurer avec les oxymètres, les capnographes, et puis bien sûr les épreuves d'effort pour le VO2 max. Et donc, oui, ça existe. Donc on peut par différentes techniques augmenter. Alors je pense que c'est pas exponentiel ou c'est pas du simple au double, hein, la VO2 max, hein, on l'a bien compris, mais ça permet d'augmenter effectivement tout du moins la taille du moteur. Est-ce que tu pourrais, vas-y Leonardo, vas-y. Non, oui, c'est tout à fait. C'est pas non plus, c'est pas du simple au double. Mais pour les sportifs d'élite qui avaient été mesurés sur les études scientifiques, c'était quelque chose de l'ordre autour des 10%. C'est quand même pas rien. Ah oui. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Sur des personnes entraînées. Alors, après, si vous n'êtes pas entraîné, ça veut dire que vous êtes sédentaire et vous respirez mal. Et puis vous mettez au sport et vous respirez. Là, je pense que vous pouvez la doubler. Oui, bien sûr. Et c'est un peu mon cas. Moi, quand j'étais gymnaste, donc j'étais pas forcément sédentaire, mais je faisais pas de cardio, donc et j'avais un VO2 max à 30 et là c'est à 60. Donc avec 15 ans de plus. Donc moi j'ai fait des progrès dans ce sens-là. Après, si vous avez déjà bien mis en place les choses, vous n'allez pas doubler. Non. On va parler de la partie hypoxie, hypercapnie. Est-ce que tu pourrais, si tu peux, Leonardo, nous expliquer de manière un peu synthétique ces deux concepts, c'est déjà la définition de l'hypoxie et de l'hypercapnie, en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça peut amener? Oui, alors hypoxie, c'est moins d'oxygène que la norme. Hypo, moins d'oxygène, hypoxie. Et hypercapnie, hyper, c'est beaucoup. Capnie, c'est le CO2, donc beaucoup de CO2, plus de CO2 que la norme. Donc, tu t'émets, en fait, dans les rouges, sous les deux gaz. Tu n'as pas assez d'oxygène et tu as plus de CO2.
C'est vraiment tout ce que le corps ne veut pas. Et donc là, c'est un entraînement. C'est un entraînement qui va provoquer des adaptations. Alors attention, que quand on parle d'hypoxie et d'hypercapnie, généralement, on se réfère au sang, concentration des gaz au niveau du sang. Mais c'est important aussi de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du muscle. Okay? Et c'est pas forcément la même chose tout de suite. Il y a des corrélations, bien sûr, directes, mais c'est pas les mêmes valeurs. Et donc, en fonction de ce que vous faites, ça peut aussi ne pas être la même chose. Notamment si on est au repos ou en mouvement, ça va beaucoup changer. C'est qu'il y a entre les sangs et les muscles. Bon, ça c'est normal, on comprend bien, mais il faut juste faire cette distinction aussi. C'est pour ça que je vous dis, la respiration n'est pas compliquée, mais c'est pas non plus banal. Des fois, il y a des conseils qui sont banals et simplistes et ils vont pas dans le bon sens de la physiologie parce que ça fonctionne pas vraiment si banalement que ça. Il y a quelques détails quand même. Donc, si je comprends bien, ces méthodes-là permettent quoi? En gros, de mieux tolérer le CO2, de mieux. C'est quoi l'intérêt principal? Alors, il y a plusieurs intérêts. Il y a l'intérêt à mieux tolérer le CO2. Donc, on veut dire moins d'essoufflement, on veut dire plus d'économie des courses, plus d'endurance, mais aussi mieux tolérer les états anaérobiques. Donc, moins de fatigue musculaire, plus de capacité à rester à réutiliser les lactates, donc à produire de l'énergie aussi dans des conditions dégradées. Donc, ce sont des adaptations long terme. Donc, en fait, la machine est capable de mieux s'adapter en dehors de son équilibre parfait. Et son équilibre parfait, c'est au repos. Quand on court un marathon, on n'est pas en trail, on n'est pas en équilibre parfait. Il y a plein de choses qui sont en train d'aller vers les rouges. C'est normal. C'est la fatigue, c'est les mouvements, c'est les stress oxydatifs, l'inflammation, la fatigue musculaire, l'acidité des muscles, les manques de glucose, etc. Donc, si on a entraîné au niveau de ces exercices respiratoires les muscles, on a simulé des hautes intensités, on a simulé des acidités musculaires. Et moi, par exemple, je savais très bien qu'un des problèmes que j'allais avoir dans mon défi, c'est que comme je n'avais pas entraîné les muscles, les muscles, ils allaient être explosés après une vingtaine de kilomètres. Parce que la fatigue musculaire, l'acidité, ils allaient inévitablement augmenter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tous ces exercices-là pour justement les mettre en simulation. Comme si j'étais au kilomètre 30, au kilomètre 35, au kilomètre 40, mais en courant 5 kilomètres. Parce qu'en fait, je courais en apnée. Pas tout le temps, bien sûr. Mais je faisais des apnées, je courais en apnée. Donc, je simulais ces états poussés de fatigue. Et je vous assure que des fois, c'est quand même challengeant. Hein. Et tu as fait 5 kilomètres, mais c'est comme tu en avais fait 40 au niveau musculaire. Et donc, ça m'a permis, justement, au niveau musculaire, de permettre au corps de connaître ces états pour quand ils arrivent, de mieux s'y adapter. Alors là, immédiatement, je mets un petit warning quand même sur si vous souhaitez vous lancer dans le travail de respiration, d'hypoxie, d'hypercapnie, ne le faites pas seul chez vous. Hein. Faites-vous accompagner ou par Leonardo ou quelqu'un d'autre. Mais c'est bien. Merci. Moi, c'était de tomber par terre. Hein, des fois, je veux dire, même moi que je connais les exercices, quand on court en apnée, on fait des apnées. Et on peut tomber, on peut perdre l'équilibre, on peut même s'évanouir. Même Zapotec, qui était un grand coureur, un super sportif, des fois, il tombait par terre. Donc, il faut absolument pas s'improviser et il y a des protocoles à suivre. Très clair. Olive, est-ce que tu veux poser des questions sur l'hypoxie, l'hypercapnie? Non, j'avais une question, c'était savoir si ça se travaillait sur une chaise comme ça ou si ça se travaillait en conditions réelles, on va dire. En conditions réelles, exactement. Donc j'ai ma réponse puisqu'il y a les deux finalement. Hein, la deuxième question, c'est effectivement, est-ce qu'il y a une localisation possible, c'est-à-dire est-ce que, je crois que tu en as parlé dans l'épisode ABD Podcast, et tu disais tu peux utiliser ces techniques-là dans le cadre d'un exercice particulier, alors par exemple en faisant des pompes ou des tractions ou courir, et justement avoir un effet positif sur les zones concernées. Oui, exactement. Donc un mouvement, quand on les fait, on va cibler la partie qui bouge. Donc, si vous voulez entraîner vos jambes, il va être plus intéressant de les faire en bougeant vos jambes. Si vous voulez entraîner vos bras, ça va être intéressant en bougeant les bras, donc en courant ou en faisant des pompes. Voilà, c'est des exemples, mais tout à fait. Hein, on va cibler la zone musculaire qui principalement. Si on les fait en statique, en statique, c'est plus générique. Donc, ça va moins cibler les muscles et ça va plus cibler la structure globale de l'équilibre au niveau du sang. C'est pas inutile. C'est pas la même chose. D'accord. Après, on pourrait faire des parallèles peut-être entre l'entraînement à la respiration
et puis l'entraînement tout court. C'est-à-dire que nous, par exemple, en trail, dans l'entraînement, on va généralement du plus général vers le spécifique, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'objectif. De ce que je peux imaginer là, c'est que c'est un petit peu la même chose finalement la respiration. C'est-à-dire que tu vas commencer avec des choses peut-être un petit peu génériques, un peu globales, et puis plus tu vas te rapprocher de ton objectif, plus tu vas te mettre en situation proche de l'objectif. En l'occurrence, là, courir en apnée, c'est du fonctionnel, quoi. C'est-à-dire par rapport à ton objectif de marathon, c'était de courir en supportant le maximum le CO2 et voilà. Donc je pourrais faire peut-être qu'on pourrait faire un parallèle comme ça. Ah oui, ben, c'est important, hein, parce que si vous ne savez pas respirer, votre respiration est dysfonctionnelle et puis vous allez chercher d'aller courir en apnée, ça va strictement rien servir. Au contraire, ça peut même faire des dégâts. Hein. Donc, non, d'abord, il faut apprendre à respirer, puis il faut apprendre à respirer en courant, et puis on va se donner on va se mettre des tarifs en courant en apnée, mais il faut vraiment suivre un parcours, hein, parce que c'est comme si on voulait commencer à faire du fractionné, mais on n'avait pas encore appris à courir. On ne saurait pas quand même. Ok. Et juste une autre question aussi, est-ce que tu, avec ton expérience là, donc de préparation de ton marathon, de course de marathon, tu vas en isoler une espèce de méthode de préparation que tu vas proposer après? Oui, Olivier, alors je veux faire ça, mais j'ai besoin d'un peu plus des pratiques encore parce que comme j'ai isolé la course à pied au début, je peux pas en parler encore assez bien et je peux pas encore donner un programme de respiration vraiment adapté parce que je l'ai pas assez fait. Mais l'objectif de ces deuxième marathons avec une bonne performance et je vais les faire avec une personne qui se connaît bien à la course, c'est de mettre en place justement des protocoles respiratoires spécifiques à ces sports en les faisant correctement. Donc, à la fin de ces défis, que je ferai en juin 2024, normalement, du marathon par l'année en moins de 3 heures, j'aurai aussi les programmes d'entraînement à suivre, en plus du programme classique de la course à pied. Donc là, c'est l'objectif de pouvoir les partager et donc, pour que les gens qui ont envie, qui puissent s'entraîner dans ces sens. Mais pour l'instant, les programmes que moi j'ai suivis, je ne l'ai pas partagé forcément parce que c'était quelque chose de quand même un peu particulier et manquait tout un tas de choses. Donc, pour éviter justement que les gens se disent, je vais pas du tout m'entraîner, je vais courir un marathon en faisant juste un respi, je l'ai même pas partagé. Oui. Et puis ça reste personnel aussi, comme tu l'expliquais. Tu l'as fait aussi en fonction, tu te connais bien, donc en fonction de ce que tu savais de toi, j'imagine. Exactement. Et maintenant, je vais accompagner une autre personne qui est un très bon coureur, mais qui n'a pas forcément de base en respiration. Donc, par mon expérience et la sienne, on va mettre en place un programme. Et donc, oui, les gens, ils sont capables de bien utiliser leur respiration en courant. Et ça, je pense que ça va être intéressant. Très intéressant. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que je voulais dire? Petite question en passant, c'est Thomas qui nous l'a posé hier lorsqu'on en a discuté, Thomas Pigua qu'on salue. On a traversé une période là un peu compliquée où on a fait pas mal de sport avec des masques et tout dans la période Covid. Est-ce qu'il y a un danger à faire du sport masqué? Alors, il n'y a pas forcément un danger principal. Après, c'est quand même une contrainte majeure dans le sens où on va recycler une partie de l'air, donc on va travailler à une hypercapnie, plus de CO2, donc les muscles ils vont être quand même pénalisés. Et puis, si on les fait 20 minutes, 30 minutes, c'est une chose, mais si on les fait 4 heures, c'est une autre chose. Parce qu'à un certain moment, on a aussi besoin de faire sortir des déchets. Parce que c'est un émonctoire aussi, les poumons, ça veut dire qu'on fait sortir aussi des toxines. Donc, il faut pas les prendre à la légère, faut voir que c'est une contrainte. Ça peut être un entraînement, donc il existe les masques d'entraînement, et moi je les utilise, mais de façon ponctuelle et de façon en conscience. Donc aujourd'hui, par exemple, j'ai fait un entraînement de force sur un circuit AMRAP avec les masques. Mais alors là, les muscles, ils vont tout de suite avoir plus d'acidité qui est normal, hein. Mais c'est l'objectif. L'objectif, c'était de m'entraîner de façon plus dure. Donc j'ai mis ces masques, et quand j'ai mis les masques, c'est un masque pour les faire, hein. C'est pas un masque en tissu, c'est un masque d'entraînement. Et j'ai fait en respirant par les nez, en observant ma respiration, en essayant de l'avoir profonde, lente, etc., etc. Donc là aussi, les masques d'entraînement pour la respiration, si vous ne savez pas respirer, vous n'allez pas vous mettre un masque pour faire du sport tout de suite, parce que vraiment là, c'est pas bon. Très clair. Et dans la même idée, qu'est-ce que tu penses, tu sais, des petits appareils qui se vendent, qui permettent je sais pas, de muscler en tout cas ta cage thoracique ou de. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Écoute, moi, j'ai utilisé ça aussi pour mon défi marathon, mais vraiment dans la dernière partie sur des choses spécifiques pour muscler mon diaphragme. Mais mon diaphragme, je sais l'utiliser. Donc là aussi, si vous voulez utiliser ça et vous ne savez pas utiliser votre diaphragme, ça ne va pas forcément être l'idéal. C'est vraiment la cerise sous les gâteaux, c'est vraiment quelque chose d'hyper spécifique à la fin. En plus, on utilise la bouche. Donc, voilà, je suis partagé. Je pense que pour quelqu'un qui est vraiment déjà bien avancé dans les domaines, pourquoi pas de l'avoir. Donc, moi, je l'ai. Et à certains de mes coachs de la respiration, je les ai conseillés. Mais pour la plupart des gens, je pense que c'est pas forcément très intéressant. Moi, j'utilise très peu d'outils. Les outils sur la respiration que j'utilise, c'est ce que je donne à mes élèves, à mes étudiants quand ils viennent en stage, etc. C'est un scotch pour ne pas dormir en respirant par la bouche, parce que ça, c'est vraiment fondamental. Et les masques d'entraînement, mais que j'utilise au repos, juste pour travailler un peu plus en CO2. Donc, commencer à réduire cette hyperventilation, augmenter un peu les seuils au CO2. Et pour ceux qui n'ont pas de maîtrise du diaphragme, un ceinture qui s'appelle une ceinture diaphragmatique pour commencer à prendre conscience de là où il est le diaphragme. Et pour les sportifs qui ont un nez très congestionné parce que ça fait longtemps qu'ils font du sport en respirant par la bouche, un dilatateur nasal dès l'intérieur pour commencer à ouvrir et donc pouvoir faire du sport en respirant par les nez. Ça, c'est un peu les outils et c'est des petits outils et ça coûte pas grand-chose. Vous les trouvez sur les sites de l'Oxygen Advantage. Donc, si vous avez besoin, je vais vous passer un lien. Mais ce sont des choses vraiment simples. L'outil que tu mentionnes, par exemple l'Aerofit, moi, je dirais, c'est vraiment pour une spécificité majeure vers la fin. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire à un sportif qui a une cloison vraiment beaucoup déviée ou des vrais soucis de ce point de vue-là et il y a vraiment des gens qui peuvent avoir physiologiquement, anatomiquement du mal à respirer par le nez? Alors, dans des cas extrêmes, oui, ça peut être vraiment un facteur limitant important. Après, si on a des problèmes au niveau de la cloison nasale, c'est intéressant parce qu'il y a eu des études sur la morphologie du crâne, des voies nasales, de la bouche, de la langue. On peut rééduquer tout ça aussi. En fait, on peut redresser partiellement ce qui est dévié. Donc ça, c'est encourageant et on le fait uniquement par la respiration nasale. Donc, on ne pourra jamais corriger ça en respirant par la bouche. Au contraire, ça va s'empirer. Ça, c'est sûr. Par contre, les végétations et tout ça, ça va s'empirer si on n'utilise pas les nez. Donc, il faut continuer à les garder bien ouverts en respirant par les nez. Après, ça peut être un facteur limitant en faisant du sport. Donc, dans ces cas-là. Mais aussi, des fois, on ne se rend pas compte. Et on a 2 narines dans les nez. On pourrait se demander pourquoi on a 2. Et en fait, c'est 2 fois ce qu'il faut. Ça, c'est aussi à garder en tête. C'est qu'une narine, c'est largement suffisante pour faire tout un tas de choses quand les nez est dégagé, au repos et en mouvement. On peut s'apercevoir qu'on peut marcher, courir doucement avec une narine, si la respiration est efficace. Donc, même si la cloison nasale est vraiment très déviée, il y a quand même des bonnes choses qu'on peut faire. Hein. Et il y aura des limites à un certain moment. C'est tout à fait clair, Leonardo. On a entendu beaucoup de choses. On a mis le pied dans la complexité de pour moi, de cette partie de l'entraînement qui est à part entière. Hein, on va dire au même titre que l'endurance, que la force, que tout un tas de paramètres liés à l'entraînement. Tu nous as appris beaucoup de choses, etc. Mais si je suis auditeur du podcast et que j'ai besoin de quelques conseils pour mettre le pied un peu là-dedans, dans ces premières cette première prise de conscience liée à la respiration, tu donnerais quoi comme conseil un peu simplifié? Comme conseil, moi, c'est vraiment d'apprendre à respirer par les nez, c'est important, et de mettre en place une respiration fonctionnelle si c'est pas encore le cas. Donc, avec tous les tests qu'on peut faire pour les mesurer, les exercices de rééducation, qui sont différents et variés, ça dépend de votre niveau. Donc, je ne peux pas vous donner un plan là comme ça générique. Mais je pense que la première étape, c'est d'évaluer votre efficacité respiratoire avec les 5 tests, de voir là où vous êtes. Et en fonction de là où vous êtes, mettre en place ces exercices. Il y a 5 à 10 exercices, c'est pas non plus 3000 à faire dans votre quotidien pour établir, dans la première étape, votre respiration fonctionnelle. À ces moments-là, on va parler d'augmenter l'efficacité de votre respiration en fonction aussi de vos objectifs et de votre sport. Donc,
Voilà, c'est un peu ça qu'il faudrait faire à les étapes. Les tests, ils sont accessibles uniquement. Voilà, est-ce que tu peux nous indiquer un peu comment on peut accéder à ces tests? Est-ce que c'est uniquement dans Oui, le cadre de l'accompagnement que tu proposes? alors alors vous avez des ressources gratuites. Pour commencer, juste pour les curieux, vous avez des ressources gratuites. Vous allez sur mon site Inspire Potential, il y a les blogs, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées là gratuitement que vous pouvez voir. Et il y a la chaîne YouTube Inspire Potential où il y a aussi beaucoup d'exercices, des respirations qui sont expliqués, comment respirer pendant la course à pied, mon défi marathon, des exercices d'entraînement. Donc, vous avez tout un tas de ressources gratuites pour voilà, les personnes qui sont curieuses. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter, à la chaîne, parce que j'en mets aussi en régularité. Donc, ça me fait plaisir, mais aussi vous avez d'autres infos qui vont venir. Ça, premier niveau. Deuxième niveau, ça m'intéresse, je veux commencer à pratiquer, à en savoir plus. Il y a les livres. Donc, vous pouvez lire les livres. Là, il y a tous les exercices qui sont expliqués, tous les tests, voilà. Et ça va vous donner quand même un bon point de départ. Pour certains, suffisant à la mise en application. Pour certains, pas encore suffisant parce que dans le livre, mettre en pratique, c'est pas forcément évident. Ça dépend. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne pas. Donc, je vous dis ça. Les niveaux d'après, c'est les accompagnements que j'ai fait moi personnellement et avec les coachs et sont en ligne. Donc, il y a des formations en ligne avec les vidéos, les programmes, les parcours à faire en fonction de votre niveau, plus les coachings que moi j'ai fait avec mes élèves tous les mois et les autres coachs des respirations de l'Académie Inspire qui font des coachings par semaine individualisés. Donc là, c'est l'approche le plus poussée pour être accompagné et c'est ce qu'ils font les sportifs de haut niveau. Voilà, c'est ces niveaux-là qu'ils font. Très clair, Leonardo. Écoute, je mettrai tous les liens de ce dont tu viens de parler dans le descriptif de l'épisode. Je te remercie, Olivier. Tu souhaites poser une dernière question ou ajouter un petit message avant qu'on se sépare? Ouais, non, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Comment on arrive à prendre finalement la respiration comme comme un outil à proprement parler, avec une méthodologie pour permettre finalement d'optimiser derrière les performances, comme un peu on fait avec le renforcement musculaire ou avec la musculation. Donc c'est super intéressant. Et donc là c'est un gisement à travailler là pour nos athlètes qui est super intéressant. Alors volontairement, j'ai pas mis, on n'est pas rentré dans le détail des protocoles en donnant des exemples, etc. Parce que je pense que ça a pas tellement de sens en fait. C'est là l'objectif de l'épisode, c'est quand même d'avoir une approche un peu généraliste et comprendre un petit peu pourquoi il y a un intérêt à travailler sur la respiration. Donc c'est volontairement que on n'est pas rentré trop dans le détail. Et puis moi je tenais aussi à dire à titre perso que dans la liste des quelques signes qui annoncent une respiration dysfonctionnelle. À titre perso, je les coche à peu près tous. Donc, donc je pense qu'il y a un intérêt à titre personnel à m'intéresser énormément. Et d'ailleurs, j'en parlais avec Pierre-Olivier Thierry, qui est, je sais pas si ça vous parle, toi Olivier, ça te parle, oui, bien sûr. qui est instructeur aussi Oxygen Advantage, et on avait échangé là-dessus. Et j'ai toujours ressenti un déficit de ce point de vue-là, et j'ai toujours ressenti au fond de moi que il y avait beaucoup à faire. Je fais de l'apnée du sommeil, je ronfle, je respire très peu par le nez. Alors j'ai été opéré du nez plusieurs fois, etc. Donc là, il y a des choses qui expliquent cela. Mais je pense que c'est effectivement, me concernant personnellement, un levier de progression dans ma pratique. Oui, bah, clairement. Et puis, tu verras que ça va vraiment t'aider aussi dans ta pratique du trail. Tu pourras les vivre encore avec plus de joie. D'ailleurs, une chose qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'est que la course, c'est devenu d'une souffrance à un plaisir. Et ça, c'est quand même, ça n'a pas de prix. Parce que quand j'allais courir et je souffrais tout le long, c'est horrible. Et quand, en fait, on s'amuse en se déplaçant dans les montagnes, en courant et on en prend plaisir, waouh, mais ça n'a pas de prix. Par contre, on ne peut pas les faire si on ne respire pas bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose au-delà de ça, Leonardo, pour terminer notre échange? Non, je pense que c'est bien ce que tu dis, ton partage. Je pense qu'il y a plein de personnes qui vont être dans ces cas de figure parce que comme aujourd'hui on s'en occupe pas, on est un peu tous là-dedans. Moi, j'étais encore pire. Je pars vraiment dans une dysfonctionnalité extrême. Je vais pas parler de tout ça là ce soir, mais je pars vraiment de très loin. Et je pense que ça peut intéresser la plupart des personnes qui nous ont écoutés. En tout cas, voilà, je crois que s'ils vont faire un peu les tests, ils vont voir qu'ils ont des choses à améliorer. Ils vont se dire, waouh, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je peux les faire mieux si je cultive aussi cet aspect-là. Et les sportifs, souvent, comme ils font beaucoup de sports, mais comme ils les font en respirant de façon un peu comme ça vient, souvent, ils ont un peu abîmé cette fonction parce qu'ils ont tiré un peu trop sur la machine. Donc,
le plus tôt on corrige ça, le mieux ça va être pour les longs termes. Donc, c'est vraiment un axe intéressant aussi pour le sport santé. Leonardo, c'était parfait. Olivier, merci énormément pour ta participation et ta présence. Je mettrai encore une fois tous les liens dont on a parlé dans le descriptif de l'épisode. Et puis, n'hésitez pas à contacter Leonardo si vous souhaitez avancer sur ce sujet-là. Merci en tout cas énormément du fond du cœur, Leonardo. C'était un véritable plaisir de te recevoir. Avec plaisir. Et merci Léo. À bientôt. Bonne soirée. À très bientôt. Ciao. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie de Leonardo Pelagocci et Olivier Jean, que je remercie tous les deux pour le temps qu'ils ont accordé au Let's Try Podcast. Si vous souhaitez retrouver toutes les informations concernant les méthodes déployées par Leonardo, rendez-vous sur le descriptif de l'épisode. Dans le descriptif de l'épisode, vous aurez tous les liens, notamment de la chaîne YouTube. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également dorénavant me suivre sur Threads. Et puis si vous souhaitez me suivre également à titre perso, rendez-vous sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf, Guiheneuf. Si vous souhaitez soutenir le Let's Try Podcast et intégrer une magnifique communauté de trailers et trailers passionnés et dans laquelle vous retrouverez du contenu rien que pour vous, notamment un épisode mensuel, notamment sur l'actu du trail, eh bien rendez-vous sur patreon.com/Let's Try le podcast. Vous pouvez également aller sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify, mettre un petit commentaire et noter avec 5 étoiles, ou alors en parler autour de vous, c'est ce qui aide le plus le LTP à se faire connaître. J'espère te retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast et d'ici là n'oublie pas, si tu penses que c'est impossible, fais-le pour te prouver que tu avais tort. Salut, salut!